Merci, cher ami, pour cette présentation. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai toujours un grand plaisir à échanger publiquement sur des questions qui nous concernent tous et qui donc doivent être réfléchies par nous tous, discutées par nous tous. Nous sommes à 3 mois d'une élection. Et donc il y a quelques raisons de réfléchir à tout cela. Et les Européens eux-mêmes sont à quelques mois d'une élection. Pour les Autrichiens, c'est bientôt. Et la question se pose aussi en Autriche. Alors, je voudrais simplement, avant de commencer, vous dire que les documents qui sont publiés par la Fondation pour l'innovation politique dont j'ai la charge, qui se trouvent à la sortie, vous sont offerts. C'est un plaisir pour moi de vous les faire partager. Donc si en sortant, vous souhaitez prendre ces documents, n'hésitez pas. Hein, c'est un petit cadeau de nouvelle année. En particulier l'étude sur la jeunesse du monde, en effet. Nous avons interrogé 30 000 jeunes de 16 à 29 ans dans 20 langues différentes, avec un institut qui est TNS Opinion. Nous refaisons l'étude cette année en partenariat avec l'ONU, on est très fiers de cela. On va passer de 25 à 30 pays, en représentant mieux que nous l'avions fait l'Afrique. Et l'idée pour nous est d'essayer chaque année, si les moyens nous le permettent, de dire aux institutions internationales et nationales que la jeunesse doit être au centre de leurs préoccupations et qu'il faut préparer dès maintenant l'arrivée des nouvelles générations aux responsabilités dans un monde qui change profondément. Donc c'est vraiment le seul mot que je voulais dire, mais placé sous le signe d'un hommage rendu aux nouvelles générations qui arrivent dans un monde nouveau, un monde qui nous préoccupe tous. Je pense que c'est une expérience commune. Moi, je suis profondément optimiste à moyen terme. Et un petit peu inquiet, je ne peux pas le cacher à court terme. Les sociétés sont vivantes, elles ont besoin de s'adapter, elles peuvent subir des chocs culturels, économiques, politiques. Et nous tous ici, c'est nous qui formons une société, nous avons parfois le sentiment que les changements sont trop rapides, qu'ils sont incessants, difficiles à suivre, que l'on peut se réjouir un moment et ensuite trouver cela un peu fatigant, que l'on voudrait bien que le film s'arrête quelque temps pour reprendre ses marques, essayer de mieux comprendre. Mais c'est l'histoire, c'est la grande histoire et ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête quand ça se stabilise avec des formes qui sont pendant quelque temps durables et qui, un jour, sont remises en question. Donc c'est un moment très particulier que vit l'humanité, à coup sûr. À coup sûr. Et dans ce cadre-là, il y a, sur un vieux continent, le nôtre, il y a des mouvements que j'observe depuis pas mal d'années maintenant. J'ai commencé à regarder ça dans les années 90. Je me suis aperçu qu'il y avait des petites manifestations curieuses ici ou là, des résultats électoraux qui étaient un petit peu surprenants, qui laissaient penser que peut-être un phénomène était en train d'apparaître en Europe. Alors il faut être très prudent, et ça m'a pris du temps pour écrire ce livre, parce que ça peut être un feu de paille, un épiphénomène, quelque chose qui n'est pas véritablement lié à une conjoncture. Enfin, il faut du temps. Mais quand même, année après année, pays par pays, j'ai bien vu qu'il y avait répétition de ce petit phénomène qui devenait un phénomène plus important, et puis plus important encore, parfois très important, dans un nombre de pays de plus en plus nombreux. Je parle bien sûr de l'Europe. Et ce phénomène, on l'appelle, je le qualifie de phénomène populiste. Je voudrais essayer de vous dire de quoi il s'agit. C'est un peu compliqué, non pas à comprendre, mais un peu compliqué à saisir, à attraper. Et c'est un sujet qui peut être aussi polémique. Il peut y avoir des différentes perceptions de ces phénomènes-là. Moi, j'assume complètement mon analyse, mon approche. J'ai peut-être tort, d'ailleurs. Mais sur le fond, je suis dans une démarche à la fois sérieuse et sincère. Je pense que ces partis se développent vite. Ça va même plus vite que je ne le pensais. Je pense que ça pose un problème important.
Je ne fais pas le procès des personnes qui se reconnaissent dans ces mouvements. Je ne suis pas prêtre, juge ou chargé de la conscience des uns ou des autres. Hein. Je ne fais qu'observer, donc je ne vais pas incriminer les personnes qui se reconnaissent dans ces mouvements-là. Mais je pense très profondément que le résultat de ces mouvements est extrêmement nocif et possiblement catastrophique pour les pays qui sont touchés et même pour l'Union européenne. Alors, quand on dit populisme, ce qui est compliqué, c'est d'abord qu'il y a le mot peuple dedans, qui est un mot sympathique. On dit qu'avez-vous contre le peuple? Bon, déjà, c'est une première difficulté. Et ensuite, c'est le fait que populisme, c'est un peu un fourre-tout. On y met dedans tout et n'importe quoi. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, ce serait une espèce d'exposé de sciences politiques, je pense que ce ne serait pas d'un grand intérêt. Donc, éventuellement, on en reparlera dans l'échange, mais quand même quelques mots. Hein. D'abord, tous les mots en isme sont des mots discutables sur lesquels on pourrait passer du temps. Hein. Si je vous dis que François Mitterrand était socialiste comme Mao Tse-tung, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas le même socialisme. Hein. Je crois que ce n'était pas le même socialisme. Hein. Mais cependant, c'est le même mot. Et on pourrait ainsi montrer que pratiquement chaque mot en isme rassemble des réalités qui se reconnaissent dans le mot, qui sont des réalités très différentes, hein, qui n'ont même presque rien à voir entre elles. Hein. Le populisme n'échappe pas à cette règle. Hein. Simplement, il ne faut pas faire porter sur le populisme cette seule difficulté. C'est celle de tous les mots en isme. La deuxième remarque propre à ce mot, c'est que je crois que par définition, le populisme est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. C'est un phénomène qui apparaît dans l'histoire, à certains moments, dans certains pays, dans certains contextes, quand il y a des crises très profondes, et que, au fond, des individus ne se reconnaissent plus dans des organisations ou dans des idéologies qui sont déjà existantes. Ça ne nous dit plus, ça nous dit moins, on se reconnaît moins. Et donc, le populisme, c'est aussi ces mouvements qui rassemblent les déçus du reste. Donc, par définition, c'est très bigarré, hein, très combiné. Et ceux qui sont les entrepreneurs de cela, les populistes, ont un soin très précieux hein, à ne pas trop clarifier les choses pour ne pas perdre de soutien. Hein. Parler clairement, c'est commencer à perdre des soutiens. Hein. Et donc, leur attachement à rester dans des grandes généralités est assez spectaculaire. Bon. Alors, le populisme, là aussi je vais être très bref, hein, parce que je ne veux vraiment pas me perdre dans des... Même si c'est pertinent, dans des détails qui seraient exorbitants par rapport au temps qui nous est donné, mais le populisme, historiquement, apparaît dans des formes que l'on peut un tout petit peu reconnaître à la fin du XIXe siècle, dans deux pays qui n'ont à ce moment-là rien à voir entre eux, et les deux populismes qui apparaissent n'ont rien à voir entre eux, la Russie, tsariste, les États-Unis d'Amérique. Donc on a deux manifestations à ce moment-là, c'est très différent. Les populistes russes sont des étudiants qui créent un mouvement de type socialisant, destiné à parcourir les campagnes pour partager leur savoir académique avec des paysans illettrés, ignorants, et ainsi tenter de les éclairer, de les élever et de les amener à une conscience de leur situation et donc après à la Révolution. Donc ça, c'est vraiment l'amour du peuple, on peut dire, avec l'idée qu'il faut... ce sont des bourgeois, les étudiants russes, hein, à ce moment-là. Et donc voilà, ils créent ce mouvement de lumière, en quelque sorte. Bon, voilà. Hein, c'est dans un contexte qui est celui de la Russie tsariste, un régime autoritaire, avec la tendance tyrannique. Voilà. L'autre mouvement aux États-Unis, les populistes, touchent sur la côte ouest des paysans propriétaires qui sont frappés par des difficultés économiques qui les amènent à protester contre le système à travers des mouvements politiques qui se présentent aux élections. Il y a des élections compétitives, concurrentielles, n'ont rien à voir avec la Russie. Hein. Les élections, la compétition, vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. Et ce sont des paysans, là, propriétaires, qui sont venus à la conquête de l'Ouest, qui ont leurs terres, et qui s'aperçoivent que pour vendre leur production, il faut passer par le chemin de fer qu'on commence à installer,
que le chemin de fer, eh bien, c'est une entreprise ou deux, pas plus, que les entreprises fixent le prix du transport, elles prennent beaucoup d'argent aux paysans, beaucoup trop, les paysans disent on n'arrive plus à faire de bénéfices parce que le prix du transport pour exporter nos produits ou pour le distribuer aux États-Unis, ça nous coûte très cher, ces entreprises nous spolient, et pendant ce temps, disent-ils, les banques nous réclament les mêmes versements mensuels, donc nous sommes perdus, et il y a un discours qui se développe très populiste contre les banques, contre les grandes entreprises qui spolient le petit paysan, contre Washington qui ne s'intéresse pas à nous, etc. Un cas là assez où on retrouve déjà des caractéristiques de ce qui peut nous arriver ici. Et ça veut dire aussi qu'il y a des données objectives. Il y a une crise, vraiment, il y a une difficulté. Ce n'est pas une invention, c'est pas... Vous voyez, voilà. Mais bon, c'est quand même des choses qui sont très différentes. Alors, je ne vais pas m'intéresser à ce populisme-là, je vais m'intéresser au populisme d'aujourd'hui. Ça, c'est un point vraiment très important. Deuxièmement, le populisme peut apparaître dans différents régimes politiques. Je veux dire que le populisme ici, qui nous intéresse, qui nous touche, c'est un régime, une force politique qui apparaît dans des régimes démocratiques. Parce qu'on peut aussi avoir un populisme non démocratique dans des partis autoritaires, des pays autoritaires, des régimes autoritaires. C'est une possibilité. C'est le cas du péronisme. Je laisse ça de côté. Hein, mais en revanche, dans les démocraties, c'est un phénomène qui est tout à fait frappant et singulier. Et dans les démocraties, le populisme apparaît quand il y a une crise très profonde, hein, qui touche soit un groupe social particulier. On se souvient tous, on l'a étudié dans l'histoire, ou bien on a des souvenirs personnels, directs ou indirects, on se souvient tous du poujadisme en France, qui est typiquement un populisme de crise économique lié au fait que le petit commerce, le petit artisanat a été bousculé à un moment donné, percuté même par l'arrivée de la grande distribution, par l'évolution de la fiscalité. Bref, le monde se bouleversait, il y avait là une espèce de... Voilà. Et Pierre Poujade, quand il a créé le... Voilà, merci. Pierre Poujade a fait élire quelques députés pour peu de temps, et le plus jeune des députés à l'époque s'appelait Jean-Marie Le Pen, 25 ans, quand il est rentré à la Chambre des députés, poujadiste, pour une carrière qui, aujourd'hui encore, n'est pas tout à fait terminée. Donc le populisme, ça conserve. Hein. Donc le présent, les régimes démocratiques, les contextes de crise économique. Nous pourrions parler des États-Unis aujourd'hui, puisqu'il y a un phénomène dont vous avez sans doute entendu parler, qui est le phénomène du Tea Party. Je pense que c'est un phénomène de type populiste. On y reviendra peut-être, je le laisse de côté. Il y a des éléments très proches hein, avec le populisme européen. Mais ce qui m'intéresse dans le populisme européen, c'est d'abord que c'est notre condition à nous, l'Europe. Maintenant, la crise, la démocratie européenne, l'Europe, c'est que c'est un populisme qui peut également se nourrir du fait de l'appartenance à l'Union européenne, avec la thématique de la dépossession des élites de Bruxelles, la bureaucratie bruxelloise. J'ai toujours plaisir à dire que la bureaucratie bruxelloise gouverne 500 millions d'Européens avec à peu près 25 000 fonctionnaires, quand Paris en a besoin de 40 000 hein, pour faire vivre 2 millions de Parisiens. Hein. Bon, finalement, c'est une bureaucratie qui n'est pas encore tout à fait démesurée. Mais enfin, c'est un thème que vous connaissez, dont on parle souvent, et c'est pour ça qu'il y a une singularité. Mais cependant, là où ça complique un peu, c'est quand vous regardez en Europe, les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, est-ce que ces pays sont touchés par le populisme? Ben oui. La Suisse, la Norvège. La Suisse a-t-elle de grands problèmes? Oui, on a tous des problèmes. Hein. Enfin, la Norvège a-t-elle des problèmes? Oui, mais enfin, peut-être qu'il ne fait pas assez souvent soleil, je ne sais pas, mais la Norvège, vous savez, il y a du pétrole jusque-là, et des caisses de retraite financées jusqu'en 2300 ou 2850, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ce n'est pas une angoisse pour les Norvégiens, ça. Hein. Ils ont énormément de ressources financières grâce au pétrole. Il y a sans doute des difficultés en Norvège. Aucun pays n'est sans difficulté, mais ça fait vraiment partie des pays qui ont le moins de problèmes. Hein. Eh bien, le parti populiste norvégien, le Parti du Progrès, rassemble à peu près 25% des suffrages, et c'est plutôt un parti qui a le vent en poupe. Il y a ce fou, Anders Breivik, qui s'en réclamait. Ça ne veut pas dire qu'il faut accabler le Parti du Progrès de cet acte fou, hein, qui a massacré 80 personnes sur l'île norvégienne, où vous vous souvenez de ce fait divers terrible. Mais enfin, il était quand même traversé par ces questions sur l'identité, l'immigration,
qui sommes-nous? Sommes-nous une société norvégienne très, très homogène jusque-là culturellement et frappée tout d'un coup par des changements qui n'avaient pas été préparés et qui, semble-t-il, provoquaient pas mal de conséquences. Je crois que ça n'est pas terminé, malheureusement. Voilà le contexte dans lequel nous nous situons. Maintenant, un mot sur... excusez-moi, je vais essayer de faire quelque chose de technique. Ça ne fera pas trop de bruit parce qu'il fait très chaud. Merci beaucoup. Je ne trouvais pas qu'il fait très chaud. Est-ce que ça marche là, le micro? Merci beaucoup. Donc, une situation historique qu'il faut décrire pour comprendre l'avènement de ce nouveau populisme. Parce qu'il y a un nouveau populisme. C'est la première fois en Europe que l'on voit, dans tous les pays de l'Union européenne, des partis populistes qui apparaissent ou qui se métamorphosent, qui sont le résultat, je veux dire, d'une naissance pure et simple, ou qui sont le résultat d'une métamorphose d'un parti déjà existant, et qui rencontrent un succès électoral important, voire très important. Dans les 27 pays, j'ai compté 62 partis populistes. 62 partis populistes. Et beaucoup, maintenant, ont accès au Parlement. Beaucoup réalisent des scores importants, impressionnants. Je vous rappelle, personne ne l'a oublié, hein, qu'en 2002, nous avons en France un Front National à quasiment 20% au premier tour, si nous cumulons le score de Bruno Maigret et de Jean-Marie Le Pen, et ce second tour fameux. Je vous signale qu'en Suisse, donc hors de l'Union européenne, l'UDC approche les 30% sans difficulté, 27% récemment, parce qu'ils ont eu un petit recul, ils sont passés des 28 à 27. Le Parti du Progrès en Norvège, 25%. Le FPE en Autriche est aujourd'hui à peu près à 30%. On ne peut pas écarter la possibilité qu'à l'automne 2012, le FPE, donc l'extrême droite autrichienne, prenne le pouvoir en Autriche par la majorité électorale. C'est une vraie possibilité. Vous voyez, donc il s'agit, le parti du peuple danois, 12%. Le parti des vrais Finlandais est passé en 5 ans de 5 à 20%. Le parti Jobbik en Hongrie, parti antisémite et raciste, 17%. On pourrait, le UKIP en Grande-Bretagne, 17%. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. La Belgique est truffée de partis populistes, francophones, néerlandophones, séparatistes, tous séparatistes, comme la Ligue du Nord, italienne. C'est une espèce d'explosion, véritablement. Et les résultats électoraux sont très importants. Et il y a même de nombreux cas de gouvernements comprenant des populistes. Aujourd'hui, en Grèce, vous avez 2 ministres qui sont membres du Laos, qui est le parti populiste et d'extrême droite grec, dont le secrétaire d'État au transport, Adonis Georgiakis, qui a écrit en 2006 un livre dans lequel il propose, je ne suis pas dans ce que je vous dis est strictement exact, c'est ça qui fait problème. Hein. Dans ce livre, il propose l'extermination des Juifs grecs. Et il dit sa passion pour Hitler, qui a commencé une œuvre qu'il faut achever. Il est secrétaire d'État au transport aujourd'hui en Grèce. Il est sous l'autorité d'un ministre des Transports qui lui-même est membre de ce parti, le Laos. Et on pourrait comme ça... L'Autriche a connu des phases de gouvernement populiste. La Ligue du Nord en Italie a gouverné pendant des années, jusqu'à très récemment. Au Danemark, le gouvernement s'est appuyé sur les populistes jusqu'à il y a quelques semaines. En Finlande, ils peuvent inspirer la législation. Enfin, voilà, nous ne sommes plus du tout dans un schéma. En Belgique, les partis les plus importants sont les partis populistes. Les partis les plus importants sont les partis populistes. Hein, c'est la Belgique. Hein. Ils dépassent 30%, 34%. En Slovaquie, où nous avons le parti populiste le plus important de l'Europe, le Smer, qui a dépassé 34%, et qui a gouverné d'ailleurs pendant quelques années avec le parti nationaliste slovaque, qui est un parti raciste, antisémite, et qui fait comme le parti Jobbik. C'est quand même des partis qui passent à l'acte, hein, notamment ils vont casser la figure à des Roms. Ils les terrorisent réellement. Hein, ce n'est pas du tout une menace verbale. Hein.
ils descendent en groupe avec des bâtons et dans les villages, et ils leur cassent la figure, ils les terrorisent, ils mettent le feu. Enfin, c'est des scènes invraisemblables, hein, auxquelles on assiste de nouveau. Vous avez peut-être vu un documentaire récemment sur la CIS qui parlait des foyers purs qui sont créés en ex-Allemagne de l'Est, des foyers purs, des villages d'Ariens. Les foyers purs, ou la Casa Pound en Italie, il y en a 18 maisons comme ça, c'est des maisons qui sont des maisons fascistes. Ce sont des grands immeubles squattés où on organise un style de vie avec les préceptes, etc. Donc c'est une... Ça, il y a là-dedans tout et n'importe quoi, hein, mais les effets électoraux sont puissants, on ne peut pas dire que c'est marginal, ce n'est pas de l'entomologie, vous voyez, de détails, et il y a du passage à l'acte. Il y a 2 Maliens, comme vous le savez, qui ont été assassinés en Italie il y a quelques semaines, 8 Turcs et un Grec qui ont été exécutés, même assassinés par les militants du NPD en Allemagne, hein, il n'y a pas très longtemps. On a des phénomènes de ce type. Donc voilà, moi, là, ce que je veux vous dire, c'est que c'est sérieux, c'est en train de se passer. Et il est même possible de faire l'hypothèse, que moi je ferai aujourd'hui, qu'on a un premier gouvernement qui s'est métamorphosé et qui est devenu un gouvernement populiste, c'est la Hongrie. La Hongrie qui a pris toute une série de décisions sur lesquelles je passe maintenant, mais que nous évoquerons si vous le souhaitez, qui font qu'on peut considérer que la Hongrie aujourd'hui ne correspond plus aux critères de Copenhague qui permettaient l'adhésion à l'Union européenne. Et c'est de la liberté individuelle, de la liberté de la presse. C'est ça qui est touché, hein, c'est pas rien. Hein. Plus des discours qui sont des discours, là aussi, xénophobes, racistes, antisémites. On a ce type de choses qui... Je ne crois pas que l'histoire se répète, je ne crois pas du tout ça. Hein. Je ne crois pas ça. Hein. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a une perturbation qui se met en route, hein, et dont les effets sont possiblement maîtrisés par personne et peuvent être très négatifs. Alors, nous avons un contexte historique sur lequel je reviens très rapidement pour vous dire en quelques mots ce qui le caractérise. Et c'est ça qui fait le problème. Je vous cite quelques variables lourdes, des éléments historiques, dont chaque serait suffisante, chaque variable serait suffisante pour provoquer un changement important, ou en tout cas un sacré tremblement. Et ces variables, malheureusement, mais ça c'est l'histoire, existent en même temps. D'où, je pense, le fait qu'il faille prendre tout cela très au sérieux. Il y a une première variable économique, c'est la globalisation. Voilà, on sait ça très bien. C'est pour nous un grand choc. Je ne vais pas développer ce point, je pense qu'il est évident. C'est pour nos sociétés un très grand choc. Voilà. La première réjouissance, le monde s'est converti au libéralisme économique et peut-être un peu plus aussi à la démocratie. Et puis deuxième découverte, mon Dieu, il y a des gens qui réussissent mieux que nous sur le marché. Nous sommes concurrencés fortement. Le thème des délocalisations, vous voyez, la concurrence, les pays émergents, tout ça est très préoccupant. L'idée même, peut-être, que l'Occident est en déclin. C'est une idée qui nous taraude un peu. On y pense quand même tous. On se dit, est-ce que ce n'est pas la fin d'un cycle très long où nous avions finalement la main sur les affaires publiques du monde, hein. Et c'est une pensée qui travaille, hein, nos sociétés, à coup sûr. Hein. Une variable démographique. C'est le vieillissement démographique de l'Europe, d'ailleurs. Hein, de l'Europe. Pas de l'Occident, de l'Europe. Les États-Unis ont une vitalité démographique spectaculaire. Les Américains, c'est un peuple qui se développe sur le plan démographique, qui a une croissance naturelle. On y fait plus d'enfants, enfin il vient chaque année plus d'enfants qu'il y a de décès. Hein. En Europe aussi, mais très peu, et c'est presque fini. L'année dernière, sur 500 millions d'Européens, le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, a été de 500 000 individus. 500 000 sur 500 millions, c'est presque rien. On considère que si on prolonge les tendances, en 2015, il y aura, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, hors guerre, hors grandes épidémies, il y aura plus de décès que de naissances. Et ce mouvement est irréversible. On en reparlera si vous voulez, mais c'est démographiquement irréversible. Et l'année dernière, en Europe, si nous avons eu en tout 1 400 000 Européens de plus, c'est parce qu'il y avait 800 000 immigrés de plus que émigrés. Le solde migratoire était positif de 800 000. 800 000 plus 500 000, voilà la croissance démographique de l'Union européenne l'année dernière. C'est très peu de toute façon, et l'immigration compte pour beaucoup. La vérité, mes amis,
c'est que nous n'aurons pas moins d'immigrés dans le futur, mais beaucoup plus. Ou bien il nous faudra, c'est une vérité ça, pour moi c'est une vérité démographique. Je ne dis pas youpi, je ne dis pas catastrophe, ça chacun juge, mais c'est un fait d'abord, c'est un fait. Et les sociétés sont vivantes, il y a un excès de jeunes, pas très loin de chez nous, près de la Méditerranée, il y a un excès de jeunes, hein, au sens où vraiment, voilà, la population est extrêmement jeune. 70% des habitants du monde arabe qui sont au pourtour de la Méditerranée ont moins de 30 ans, 70%. Hein. Bon, voilà, une situation avec une richesse qui est moins importante qu'ici. Ici, nous avons besoin probablement de renouveler les générations, et nous sommes encore très riches. La logique c'est que nous nous rejoignons un peu. Mais ce n'est pas simple. Folie de dire que c'est simple. Ce n'est pas vrai. Moi, je crois que ça se fera parce que les sociétés sont vivantes, c'est l'histoire. Il n'y a pas de société qui ne soit pas mouvante, mobile. L'immigration est un phénomène de toujours. D'ailleurs, quand on va chercher l'origine de l'humanité, ce n'est pas à Lutèce qu'on la trouve. Donc, il a bien fallu venir jusqu'ici par des chemins, etc. Nous sommes tous des fils de migrants, sans exception. On a fait à la Fondation une enquête, là pour prendre des choses beaucoup plus proches de nous, une enquête sur les Français. On a demandé, avec la Sofres, qui parmi vous, on a posé la question à 1500 personnes, donc c'est un échantillon scientifique, etc., je passe sur les détails, qui parmi vous, a-t-on demandé, a un parent ou un grand-parent né à l'étranger? 40%. 40% aujourd'hui. Demain, 50, 60, etc. C'est un point de bascule. Donc, c'est un bouleversement. Je considère qu'il y a, c'est la formule que j'utilise, un renouvellement ethno-culturel de l'Europe. Et personne ne peut dire scientifiquement, si vous voulez, qu'un renouvellement ethno-culturel de la population européenne se fait sans que ce soit un petit peu chaotique. C'est impossible. Rien de ce domaine-là ne se fait sans qu'il y ait des bulles et des bouillonnements. Ça ne veut pas dire que ça se fera mal, finalement, et que ça ne se passera pas bien à un moment donné, mais ça veut dire qu'il y a des moments où c'est quand même très compliqué. Ça, c'était la variable démographique. D'où la troisième variable, la variable culturelle. La variable culturelle. Il est évident que les phénomènes migratoires sont aussi des phénomènes culturels. Et donc, nous vivons ensemble collectivement, chaque jour, en permanence, et de plus en plus visible. Nous vivons cette espèce d'aménagement culturel qui est lié à l'immigration et au fait que des cultures qui étaient soit absentes, soit très minoritaires, sont présentes et souvent sont beaucoup plus présentes. Et donc, il y a une multiplication de ce que moi j'appelle les conflits interculturels. Multiplication, des malentendus, c'est parfois rien du tout, c'est un malentendu. Parfois c'est plus sérieux. Parfois c'est plus sérieux. Parfois c'est fondamental. Et ces phénomènes-là sont partout présents en Europe. Au point que le pays du multiculturalisme, le pays qui a voulu le multiculturalisme, la Grande-Bretagne, a un Premier ministre, David Cameron, qui en février 2011 a prononcé un discours en Allemagne sur la sécurité intérieure, disant le multiculturalisme a échoué en Grande-Bretagne. C'est un échec. Quelques semaines après, Angela Merkel disait le multiculturalisme en Allemagne a échoué. Quelques semaines après, dans une émission de télévision, Nicolas Sarkozy disait le multiculturalisme en France ne pourra pas être accepté. Donc 3 chefs d'État, en moins de 6 mois, ont fait une déclaration de ce type. Alors, est-ce qu'il faut faire sur une déclaration, ça c'est un autre sujet, mais c'est symptomatique. Symptomatique. Et nous avons énormément, je consigne ça dans mon livre, de très nombreux exemples de conflits interculturels qui sont parfois assez sérieux. Égalité homme-femme, liberté d'opinion, c'est pas rien. C'est pas rien. Et dans ce phénomène culturel, il y a des traumatismes. Il y a beaucoup de femmes en Europe qui se demandent si toutes les libertés acquises, conquises, sont garanties, ou s'il y a une espèce de régression possible, partielle, pas forcément soi-même, mais nous ne sommes pas des égoïstes, mais pour d'autres. Il y a eu un traumatisme à la suite de l'affaire Rushdie. Il y a eu des morts liées à l'affaire Rushdie. La question était, en Europe, partout. Et là, ça touchait un monde qui jusqu'ici se croyait épargné, le monde des intellectuels, des écrivains, des éditeurs, des journalistes, etc. Est-il possible d'écrire, comme depuis 3 siècles l'Europe le souhaite, ce que l'on veut, dès lors que l'on
l'on souhaite le faire. La liberté d'opinion, la liberté de publication. L'affaire des caricatures a montré qu'il y avait une tension sur la liberté d'opinion, la liberté de la presse. Plus récemment en France, alors bon, sauf si on a des informations nouvelles, pour le moment j'en ai pas eu, mais plus récemment l'incendie des locaux de Charlie Hebdo. Et donc cette question sur est-ce que nous sommes d'accord sur des principes fondamentaux, hein? Il y a à la fois une dimension identitaire, une dimension philosophique. Il est absurde de dire que tout ça ne compte pas. Et nous avons fait cette erreur, probablement. Hein. Collectivement, nous avons probablement fait cette erreur. Je cite dans mon livre un discours qui a été prononcé le 21 avril 1968, c'est peut-être pas difficile de se souvenir de la date, qui a été prononcé par un député conservateur britannique, Enoch Powell. Si vous aimez les Beatles, vous en connaissez l'existence, puisque la chanson Get Back a été écrite contre Enoch Powell, qui est cité dans la chanson, et c'est à lui qu'on dit va-t'en. Et Enoch Powell est un député conservateur dont je garantis la moralité et l'humanisme philosophique. Mais il fait un discours en disant, voilà, nous sommes désormais, les Européens, devant un phénomène qui est celui de l'immigration. Il faut en parler entre nous, il faut qu'on soit tous capables d'en débattre, sinon ce sera compliqué. Et ce discours-là est refusé en réalité. Il prolonge son discours, mais il y a une espèce de refoulement. C'est bête de faire ça, hein, même nous l'avons fait. C'est bête de faire ça, il faut toujours parler des problèmes. Toujours, on le sait dans la vie privée, on le sait dans les relations amicales, familiales. Ça marche aussi pour les affaires publiques. Hein. S'il y a un problème, il faut en parler. C'est pas toujours facile, parfois on n'y arrive pas, on peut être très maladroit, on peut blesser aussi. Mais la pire des solutions, c'est de ne rien dire. C'est en gros le choix qui a été fait par toutes les démocraties, de ne pas en parler. Donc il n'y a pas eu de discussion, de traitement. Et ceux qui ont eu des difficultés à vivre ce changement ethnoculturel n'avaient pas d'autre porte-voix que les partis populistes. C'est une erreur majeure. Nous avons organisé un monopole. Moi, je dis nous parce qu'on est tous co-responsables de ça, forcément. On ne peut pas dire, enfin, moi, je n'aime pas quand on dit ceux qui nous gouvernent, etc., auraient dû, etc. Moi, je suis électeur, je ne suis pas candidat, je ne suis pas membre d'un parti, mais je suis électeur, je suis inscrit et je vote. Et donc, voilà, j'ai voté aussi. Il faut choisir les gens qui peuvent régler ces problèmes. Donc il y a eu une espèce d'accord général, et en fait on a compté sur une intégration de facto, un petit peu par le temps, et ça n'est pas tout à fait faux que cela peut fonctionner, mais ça n'est pas non plus aussi simple que cela, et nous l'avons vu au cours de tas d'exemples. Enfin, malheureusement, il y a un très grand nombre d'exemples. Et il y a un pays en particulier en Europe qui a une grande tradition libérale, où même nos intellectuels trouvaient refuge au XVIIe siècle pour fuir la persécution, où tous les intellectuels européens trouvaient refuge, c'est la Hollande, les Pays-Bas. Ce n'est pas par hasard si le nouveau populisme qui aujourd'hui se développe en Europe, qui est un populisme pensé, ce nouveau populisme est né aux Pays-Bas avec Pim Fortuyn, qui est un sociologue, marxiste d'ailleurs, un sociologue qui théorise cette espèce de conflit. Hein. C'est un peu l'idée qu'il y a un possible clash des civilisations au sein de l'Europe. Hein. Et comme vous le savez, l'Europe a une tradition historique de guerre civile. Hein. Pas oublier ça, hein. Et notamment de guerre religieuse. Et donc il y a une espèce comme ça d'interrogation sur la possibilité de tension au sein du corps social. Et aux Pays-Bas, on a eu ce phénomène qui aujourd'hui donne un parti, le Parti de la Liberté, dirigé par Geert Wilders, qui est aujourd'hui le deuxième ou troisième parti néerlandais, hein, et qui a vraiment le vent en poupe. Hein. Les Pays-Bas, pays de la tolérance, hein, pays d'ouverture, hein. Tout petit pays, confetti prodigieux, confetti extraordinairement dynamique. Hein. Quatrième puissance agricole avec un sol de rien du tout, ce sont des génies. Hein, et ils ne vivent que grâce au monde. Hein. Mais quelque chose s'est passé, une rupture, et aujourd'hui, les tensions sont palpables. Une variable politique, pour finir par la quatrième variable, donc je vous ai dit économique, démographique, culturelle, une variable politique, tout ça se passe en même temps, c'est ça le problème. Voyez, chaque variable est suffisante, mais l'ensemble fait une convergence compliquée. La variable politique, c'est l'épuisement des finances publiques. Dans le temps jadis, pas si loin que ça de nous, hein, allez, disons, sans remonter trop loin, depuis 1945 jusqu'en 1975, je le fais de manière très sommaire, hein, nous avions, nous les Européens, une façon de progresser, nous avions de la croissance économique.
6% par an. 5-6% par an, ça dépend des pays du moment, enfin grosso modo une bonne croissance économique. Et nous avions, grâce à cette richesse supplémentaire, les moyens de financer un progrès social et humain qu'il faut saluer. Tout à fait admirable. Et puis, en gros, au milieu des années 70, pour diverses raisons, ça n'a plus marché. On était plutôt à 2, 3, enfin ça ne suffisait plus. Et là, nous avons commencé à emprunter, avec l'idée que nous empruntions temporairement pour que ça reparte, hein, pour relancer la croissance qui n'était plus là. Et donc on s'est mis à faire comme peut faire un ménage qui traverse un moment difficile, il peut emprunter, parce que voilà, il faut financer 2 ou 3 engagements, mais ça ne va pas durer. Hein. Dans 5 ans, on rembourse tout. 30 ans après, on n'avait non seulement pas remboursé, mais la dette avait fortement augmenté. Nous n'avons pas réussi à trouver, ça dépend des pays, etc., mais grosso modo, on n'a pas réussi à trouver la ressource permettant de maintenir ce niveau de progrès auquel nous aspirons légitimement, hein, mais qu'il faut arriver à financer, sans passer par de l'emprunt, pour aller vite. Hein. Bon, je suis très schématique dans tout ça. Je dirais croissance de l'emprunt. Il y aurait beaucoup à dire sur les détails, sur tel ou tel pays qui a eu une crise plus grave que l'autre, un modèle plus performant que l'autre, etc., etc. Mais enfin, ce qui me paraît dominer aujourd'hui est la chose suivante. Donc je garde les grands traits. Ce qui me paraît dominer aujourd'hui est le fait que cet outil politique de gestion des difficultés qu'est la dépense publique, qui est un outil formidablement efficace, qui permet dans des situations compliquées d'obtenir un consensus, une transaction, parce qu'on peut investir, parce qu'on peut dépenser. Cet outil, qui n'est pas tout à fait cassé, est sérieusement usé. Et que grosso modo, nous entrons dans une ère où les États vont devoir réduire leur niveau d'endettement parce que le refinancement de la dette est de plus en plus coûteux et que par ailleurs, pour des raisons démographiques, nos sociétés génèrent des coûts supplémentaires sans pouvoir nécessairement, dans le cadre de l'organisation actuelle, générer des activités complémentaires. D'où la question de la retraite, de l'âge de départ à la retraite, etc. Et la question sociale percute complètement la question nationale. Hein, complètement. Moi, j'ai une formule, je dis, voulez-vous être français d'abord ou retraité après tout? Il faudra choisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut arriver à financer les modèles sociaux auxquels nous sommes attachés. Donc, est-ce qu'on est attaché à une espèce d'identité sociale, vous voyez, une façon de vivre, matériellement parlant, ou est-ce qu'on va mettre l'accent sur des éléments culturels, une espèce d'homogénéité culturelle, supposé qu'on puisse la définir, à laquelle on serait plus attaché? Ça fait partie des grandes questions aujourd'hui. Et c'est pourquoi moi j'ai qualifié le populisme dans lequel, par exemple, je crois, Marine Le Pen aujourd'hui s'engage, et qu'avec d'autres Européens elle invente, d'ethno-socialisme, mêlant les deux combinaisons, ces deux réacteurs hein, de la question de l'étranger, de sa place dans la société et la question du social. Et c'est pour ça que peut-être, on verra la suite, hein, mais aujourd'hui l'IFOP, vous voyez, vous donne le sondage qui est paru tout à l'heure, François Hollande 27%, Nicolas Sarkozy 23%, Marine Le Pen 21%. Ça ne veut pas dire que ça fera 21%, mais enfin là, c'est un sondage qui laisse penser qu'on ne sait pas très bien qui sera au second tour. Hein. François Bayrou 12,5%. Bon. Donc on voit un trio qui se détache avec constance une Marine Le Pen qui semble plutôt aujourd'hui réussir son affaire. Donc voilà ce contexte sur lequel je voulais attirer votre attention. Je voudrais vous dire aussi un mot maintenant de quelques critères de définition de ce nouveau populisme et ensuite terminer par une espèce de moment d'arrêt sur ce que j'appelle le populisme patrimonial, qui est pour moi ce nouveau populisme qui se développe en Europe. Alors quelques critères pour définir le populisme. Par le discours, d'abord, les populistes développent un discours sur la société qui est un discours extrêmement simple. Je parle de la sociologie qui est à l'œuvre. Il n'y a pas, ou il y a peu, de groupes sociaux en nombre. Il y a une espèce de dualité, le peuple, les élites. Le peuple, les élites. C'est assez simple.
La structure est simple. Le peuple, alors en général, on dit « j'en suis », on espère, parce que c'est pas très bien, hein. C'est le problème, hein. C'est comme la définition est vague, elle peut aussi bouger, hein. Puis un jour, on vous apprend que c'est plus vous, pour telle ou telle raison, ah bon, un peu surpris quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un niveau de revenu? C'est des origines? C'est quoi? C'est une idée? Qu'est-ce que c'est? Bon, enfin, c'est le peuple. Et spontanément, on a tendance à se dire, moi je suis dedans. Bon, je dis prudence. Hein. Prudence. Et les élites, c'est jamais nous. Hein. On n'est jamais nous les plus riches, on n'est jamais, hein, c'est toujours l'autre par définition. Donc ça marche très bien ça, hein, c'est-à-dire que c'est l'autre hein, qui n'est pas dans le peuple. Hein. Je suis dans le peuple, pas l'autre. Hein. L'autre que je n'aime pas pour diverses raisons, il n'est pas dedans. Hein. Les élites souvent qualifiées d'oligarchie. Le mot oligarchie est un mot qui vient de l'extrême droite. Historiquement, c'est plutôt ça. Quand l'extrême gauche parlait davantage des élites, l'extrême droite parlait des oligarchies. C'est l'oligarchie qui aujourd'hui est plus à la mode, je dirais, que le terme élite, quand on essaie de regarder un petit peu dans les textes ou dans les discours. Et si vous écoutez un petit peu ce qu'on dit des élites, alors donc c'est deuxième critère, après cette espèce de démarche très simple, le peuple et les élites. On ne vous demande pas si le commerçant qui est dans le peuple, à côté de l'ouvrier, a les mêmes intérêts que l'ouvrier. Hein, c'est pas la question, c'est le peuple. Hein. Et si l'ouvrier dit c'est quand même pas normal que le commerçant il ait une TVA favorable ou je sais pas quoi, on va dire c'est pas le sujet. Hein. Ben, c'est quand même un sujet. Non, dans le discours populiste, il y a le peuple et les élites. Hein. Les petits, les gros. Donc c'est cette dialectique qui marche très bien. Et le peuple est victime, innocent et victime. Et jamais la cause de ce qui lui arrive. Déresponsabilisé totalement. Et ça, c'est ça le service que nous rendent les populistes. Ils nous disent, tu es malheureux, tu es inquiet, tu n'y es pour rien. Et ton malheur, ton inquiétude, c'est eux. Ah, mais je savais bien quand même ça. Je n'avais pas fauté tout de même. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, on ne me dit rien. Quand on vous dit, celui qui aime bien manger, qui va voir son médecin et qui le médecin lui dit, continue à bien manger, mon ami, la vie est belle, etc., il ressort très heureux. Hein. Si le médecin lui dit, attention, il faut quand même faire attention parce que là, vous exagérez, etc., bon, il va dire, soit j'ai peur, soit je change de médecin, soit je fais ce qu'il me dit. Hein. Moi, je suis aveyronais d'origine et j'avais dans ma famille quelqu'un qui aimait beaucoup manger et qui, un jour, devait aller voir un médecin. Il savait ce que le médecin allait lui dire. Alors, avant d'aller le voir, il a fini tout ce qu'il avait préparé pour se régaler. Hein, parce que c'est certain qu'il ne pourrait pas ensuite le déguster. Vous voyez donc bon, on a ce discours extrêmement simple. On peut ajouter un élément, et là, il y a des différences dans les partis populistes. Vous avez le peuple et les élites, et vous avez le peuple authentique et le peuple qui ne devrait pas être là. Ça, c'est l'ethnos, hein, les étrangers. Quand Marine Le Pen dit « la solidarité nationale, c'est pour les nationaux », en un sens, on a envie de dire « bah oui, c'est sûr hein. ». Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a sans doute quelque chose qu'il faut définir plus précisément. Ce thème-là est aujourd'hui en Europe très porteur. Le thème selon lequel, puisque l'État-providence est en crise, il faut donc le réserver aux vrais Finlandais. C'est le parti, hein, les vrais Finlandais. Ils s'appellent comme ça. Aux vrais nationaux. Il y a en Suède, un pays qui se porte bien, un pays de consensus, enfin, qui ne se porte pas si bien que ça, puisqu'il y a un parti populiste qui s'appelle les démocrates de Suède, donc soyons vigilants sur les appellations, qui est entré au Parlement récemment pour la première fois, dirigé par un jeune leader. Ce parti, il y a encore 3-4 ans, faisait des réunions en uniforme nazi, et par ailleurs avait des comportements extrêmement violents, et la plupart des dirigeants de ce parti ont fait de la prison pour des actions déplorables. Ce parti a fait une vidéo que vous avez peut-être vue, parce qu'elle a enflammé le web européen, où l'on voit c'est une course, d'accord? Vous avez une ligne de départ. Vous allez voir, c'est très clair. La ligne de départ et la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, ce sont des caisses sociales, des guichets sociaux. Et la ligne de départ, vous avez des femmes enceintes en burqa. Et à côté, une vieille Suédoise avec un déambulateur.
Donc, à un moment donné, top départ pour voir qui le premier va aller toucher les aides sociales. Alors, évidemment, vous voyez la scène. Hein. Cette vidéo a été reprise par tous ces partis, y compris récemment en Espagne, qui était plutôt épargnée jusque-là, même si je pense que l'Espagne, malheureusement, ne va pas résister très longtemps, mais avec des modèles un peu différents, un peu plutôt comme la Belgique ou l'Italie, avec ce que j'appelle le populisme de séparation. Ce modèle, voilà, cette vidéo, c'est partout développé. Je reviendrai dans l'éducation, si vous le souhaitez, sur l'aspect maîtrise des technologies de communication et d'information de tous ces partis populistes. Le discours, deuxième critère, le discours sur les élites est extrêmement simple. Les élites, elles sont soit incompétentes, soit corrompues, plus souvent les deux. Il ne faut pas attendre modération de ces partis-là. La force de leur discours, c'est ça. Et là, franchement, si je vous dis ça, vous l'entendez. Hein, vous l'entendez. Hein. C'est des voleurs, des menteurs, des incapables. Enfin, c'est vraiment c'est complètement monstrueux. Je rappelle que ce sont nos élus. Et ça n'est pas anodin de rappeler ça. Parce qu'il y a un travail de sape qui est fait jour après jour, consistant à nous expliquer, sans nous le dire vraiment, que l'élection n'est pas une modalité satisfaisante, puisque nous ne cessons d'avoir pour chef des incompétents et des corrompus. Et là, il y a un travail qui est fait et qui, malheureusement, progresse beaucoup. Je vais vous donner un exemple, et puis vous aurez une espèce de réaction interne, intime. Hein. Vous verrez si vous approuvez ou pas. Je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, quand on dit en France, dans un débat public, le référendum, ce n'est pas la panacée, ça peut poser des problèmes, et la démocratie représentative, ben, c'est un régime légitime, peu de gens acceptent ça aujourd'hui. Beaucoup vous disent, ah non, quand même, non, le mieux c'est le référendum, c'est quand même plus démocratique. Ça s'est presque totalement installé. Récemment, quand les Grecs ont voulu organiser un référendum stupide, de mon point de vue, mais enfin, s'ils veulent le faire, ils le font. Le fait de critiquer ce référendum en disant qu'il était stupide, périlleux, que les Européens s'efforçaient de trouver des solutions et que les Grecs allaient se demander s'ils acceptaient les conditions par référendum alors qu'ils étaient au bord du gouffre, était considéré pratiquement comme indicible. Parce que le référendum, c'est le peuple qui décide. Bien sûr, le référendum, c'est le peuple qui décide, mais attention au référendum, attention au peuple qui décide dans un moment de crise, attention à cette fureur qui peut s'exprimer, que peut-elle décider, décider quoi, décider de qui, et attention aussi décider de vous. Hein. Un référendum peut décider de vous. Hein. Le référendum, c'est aussi ce genre de machin qui permet de dire qui appartient au peuple et qui n'en est pas. Hein. Et vous pouvez être surpris du résultat. Donc quand c'est parti, c'est quelque chose qui a une puissance et qui est très lié aux passions. Hein. La grande référence des populistes européens, c'est la Suisse pour cette raison-là, référendum d'initiative populaire. Et ce qui fait leur admiration, c'est le référendum sur les minarets. Ça, c'est vraiment l'exemple qu'ils citent sans arrêt. Et ils voudraient qu'en France, on puisse, ou ailleurs, qu'on puisse utiliser des référendums pour toute une série de sujets de ce type, et ainsi multiplier les consultations qui sont considérées comme supérieures en qualité démocratique à l'élection de représentants qui, pour un mandat duré, etc. etc. Donc, le modèle du gouvernement représentatif. Et cette idée s'est installée. Je suis très frappé de voir que c'est pratiquement une idée acceptée aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie inquiétude. La démocratie représentative est disqualifiée. C'est le troisième critère que je retiens pour définir le discours protestataire, avec une apologie de la démocratie référendaire, généralement associée à quelque chose de toujours lié à cela, comment dirais-je, le fait de magnifier la décision populaire. Le peuple, je vais vous dire comme ça, le peuple sait très bien si c'est des gens comme vous. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens comme vous et puis il y a des gens à côté de vous. Vous voyez, on peut se dire ça comme ça. C'est-à-dire que moi, ça va, vous voyez, chacun peut se dire, moi, ça va. Je peux quand même participer à un référendum et... Oui, mais bon, c'est une situation extrêmement périlleuse. Et dans cette situation-là, très liée à cela, ce que je n'hésite pas à qualifier de culte du chef. Les populistes, c'est un chef. Voilà. Il ne représente pas, il incarne. Il fait chair, il est la chair. Il incarne, il ne représente pas. Il ne dit pas « je parle en votre nom pour une durée déterminée, et puis après, etc. » Non, c'est « moi, le peuple, je parle. » Moi, le peuple, je parle. Cette prétention à être dans un rapport intime
l'empathie avec le peuple. Hein. Je ne veux pas faire des raccourcis qui seraient grossiers ou ridicules, mais ça me vient à l'esprit, et malgré tout, il y a eu récemment, moi j'ai acheté le DVD il n'y a pas longtemps, ça s'appelle L'Apocalypse, vous avez peut-être vu ce DVD, il y a eu plusieurs volumes sur la guerre, c'est absolument formidable, c'est terrible, hein, c'est la guerre mondiale avec des archives en couleur, c'est terrible parce que la couleur rapproche d'un coup ces événements, ça produit une espèce de perturbation, enfin moi j'ai trouvé ça un chef-d'œuvre, je dirais, de l'historiographie. Et il y a récemment eu une nouvelle livraison avec des archives en couleur sur la montée de Hitler au pouvoir. Vous avez peut-être vu ça à la télévision. On recommande de le voir, de l'acheter. Franchement, c'est prodigieux. Hein, des archives en couleur. On voit vraiment Hitler qui monte au pouvoir, etc. Pour bien connaître le sujet, moi j'ai appris beaucoup de choses par l'image. Et ce qui m'a frappé, c'est le choix excellent qui a été fait sur la jaquette de ce DVD, où vous voyez Hitler en pantalon, en culotte de peau, pantalon bavarois, vous voyez, des chaussettes qui montent jusqu'aux genoux, une espèce de chapeau bizarre. Enfin, vous dites, c'est ça le Führer? Vous voyez? C'est lui le chef des Ariens? Mais c'est ça, justement, cette espèce de mise en scène de l'homme masse, hein, de l'homme ordinaire. Et donc, derrière toute référence à ce peuple direct, vous avez le culte du chef et l'idée que, non pas il faut des représentants, mais il faut des chefs, il faut ce chef. Il y a un rapport fusionnel avec ce chef. Et c'est généralement des personnes, les populistes sont généralement extrêmement critiques sur le fonctionnement de la démocratie représentative. Il ne faut pas les interroger sur le fonctionnement de la démocratie dans leur parti politique. Hein, parce qu'il y a peu de concurrents, peu de discussions et peu d'élections internes. Voilà, mais c'est un point absolument important dans un moment où on peut avoir le sentiment collectivement que nos représentants élus ne sont pas assez capables de nous sortir d'une crise difficile et où il peut donc y avoir ce type de rêverie sur l'homme providentiel. L'avant-dernier critère, je l'ai déjà un peu évoqué, je le dis très vite, il est pourtant central, hein, c'est la question de l'étranger. On cherche l'étranger, celui qui est ici mais qui ne devrait pas être là ou pas rester. Et là, vous avez souvent une combinaison qui est que les élites sont aussi des élites formées d'étrangers. Alors, elles ne sont pas forcément de l'étranger, mais elles appartiennent au monde globalisé. Les élites mondialisées. Vous voyez, le discours que l'on tient à répétition sur ces... Par exemple, on dit beaucoup aujourd'hui, moi je l'entends énormément, on me l'a même dit à moi. Oui, mais vous ne vivez pas dans le même monde que nous. Enfin, on va rêver. Quoi. Vous voyez, cette espèce de discours permanent sur le fait que y a des gens qui ne vivent pas dans notre monde. Cette formule peut, j'imagine, s'appliquer à des cas très rares. Je sais pas, quelques centaines, quelques milliers, j'en sais rien, de personnes qui vivent dans des conditions très particulières parce qu'ils ont des fortunes immenses ou parce que, pour des raisons de sécurité, ils sont un peu en dehors des circuits normaux, quand ils prennent l'avion ou le train ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, voilà, on est presque tous à vivre à peu près dans les mêmes conditions, je dirais, enfin, la même expérience. Alors, après, il y a des différences sociales, naturellement, que je ne peux pas oublier. Hein. Mais ce discours est très répandu. On le dit beaucoup aujourd'hui. Hein. Oui, mais vous n'êtes pas... Enfin, c'est la France d'en bas, vous voyez, typiquement. La France d'en bas, la France d'en haut. Formule terrible. Hein. Et on a comme ça des tas d'exemples rhétoriques. Hein. Ce discours est très, très présent. Il est également, à mon avis, un signe de cette pathologie. Et dernier, donc avec cette idée que ces élites sont en plus un peu étrangères à notre monde, n'ont pas vraiment de loyauté avec le pays qui les a désignées. Elles sont un peu par constitution traîtres à la nation. Hein. C'est la formule de Barrès sur Dreyfus, hein, que Dreyfus est coupable, je le conclus, de sa race, disait-il. Une culpabilité ontologique, par le fait même. C'est un discours qui me paraît également progresser. Et je termine par un dernier critère qui est purement rhétorique, et qui est celui de l'outrance dans le discours. Les populistes tiennent un discours qui n'a jamais de compte à rendre, en réalité. On ne peut pas discuter avec un... C'est très difficile. Il faut se batailler, mais c'est très difficile. Les propos sont à l'emporte-pièce. Les propositions sont invraisemblables. Et vous êtes démunis. Alors on peut dire comment vous faites pour sortir de l'euro concrètement, ça coûte combien? On ne sait même pas si on peut poser la question, si ça fait sens. Tellement on est à distance d'un échange d'arguments. Alors il n'est pas interdit de penser de manière radicale, c'est même sans doute nécessaire. Et il est probablement nécessaire de sortir des sentiers battus ou de ce qui peut être parfois une pensée unique, par habitude, etc., ou parce que ça marchait jusque-là et que ça ne marche plus. Mais il faut le faire dans des conditions, je dirais, presque du laboratoire. La recherche, la spéculation, et puis peut-être aussi la discussion entre citoyens plus fouillée, plus approfondie. C'est tout à fait nécessaire. Mais si, à chaque fois que vous prenez la parole, vous dites
Pardon hein, si je choque certains d'entre vous, hein, c'est pas volontaire. Hein. Moi, je suis le bruit, la fureur, le fracas, qui est un discours de Mélenchon. Enfin, c'est pas sérieux. Et pourtant, on applaudit à ça. Le bruit, la fureur, le fracas, c'est un programme. Hein. Moi, ça m'inquiète si c'est un programme. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là hein. Donc, il faudrait... et comme il y a une espèce de gêne, parce que nous sommes tétanisés à l'idée de ne pas prendre au sérieux la parole de l'autre, il y a une espèce de considération pour ce qui est dit. Et le titre, encore Mélenchon, de son livre, qu'ils s'en aillent tous, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils s'en aillent tous? C'est qui, ils? Je signale, c'est une formule que Marine Le Pen peut reprendre. Elle a ses ils, elle veut hein, qu'ils s'en aillent tous aussi. Hein. Chacun ses expulsés. Hein. Je l'ai lu, ce livre, parce que sinon on ne peut pas. Je l'ai lu. Il a un peu changé depuis, je dois le reconnaître, dans le discours. Mais dans le livre, vous n'avez pas un ouvrier, vous n'avez pas un commerçant, vous n'avez pas un salarié, vous avez les gens, le peuple. Et puis en haut, vous avez les oligarchies et les bouches bouffeuses de fric. Des formules comme ça, bon, c'est vrai qu'il a du style, mais enfin, vous voyez, c'est quand même des choses qui... on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait un consensus, une majorité? Ou alors c'est plus nécessaire de faire des majorités, des consensus? On ne va pas s'accorder entre nous, c'est la guerre, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Comment on fait pour vivre ensemble? Hein, question évidemment centrale. Et naturellement, chez Marine Le Pen, les formules de ce type sont légion. Hein. Ce qui manque à Mélenchon pour faire 20%, c'est la xénophobie. C'est ça qui lui manque. Hein. Il lui manque ce deuxième réacteur. Il ne peut pas. Hein. Je pense qu'il est tenté, je pense. Je le suis depuis des années. J'ai fait un premier livre déjà sur ce sujet en 2005. Ça s'appelle Le vertige social-nationaliste, où j'ai scruté ses discours, ses textes, ses prises de position, et pas seulement lui. Il est tenté, hein, mais c'est dur. Sur les Lituaniens, il s'est un peu lâché, vous vous souvenez peut-être. Hein. Qu'est-ce que t'en as à foutre des Lituaniens? J'en ai rien à foutre des Lituaniens. J'ai jamais vu un Lituanien. À quoi ça ressemble, les Lituaniens? Pas très beau, enfin bon. Il était fédéraliste, il n'est plus très européen. Il était pour la Turquie dans l'Union, maintenant il ne veut plus parce qu'il dit que les Turcs vont faire baisser au niveau des salaires en Europe. Ça, c'est un argument. Hein. Enfin, ça lui permet de ne plus être pour la Turquie dans l'Europe. C'est une position qu'il avait défendue jusqu'en 2004. Donc il y a des ajustements. Hein. Il parle beaucoup de frontières. Bon, c'est quand même un internationaliste, il vient du trotskisme, donc c'est la révolution planétaire, etc. Donc il y a, mais il ne peut pas aller très loin, je ne crois pas. Hein. Et c'est pour ça qu'il fera un moins bon score que Marine Le Pen. C'est terrible à dire. Hein. Le populisme qui marche en Europe, c'est le populisme qui est social et xénophobe. Quand vous avez ces deux éléments-là, vous atteignez des niveaux élevés. Et c'est la composition chimique. Alors, je vous dis un mot rapide pour terminer. Un mot rapide sur ces populistes-là. Généralement, les populistes en Europe, moi je les regarde comme des entrepreneurs politiques. Ils sont comme les autres. Hein. Eux vous disent, moi je ne fais pas de politique quasiment. Ou bien ils vous disent, moi je ne suis pas comme les autres. Hein. C'est très frappant. Moi ça me frappe beaucoup, ça, cette façon de dire, je ne suis pas dans le même monde que eux. Hein. La seule différence que je vois entre Marine Le Pen d'un côté, Mélenchon et de l'autre, c'est que ni Marine Le Pen ni Mélenchon n'ont jamais été élus au suffrage universel direct. Ils n'y sont jamais arrivés. Mélenchon, il a été sénateur et député européen, donc c'est un scrutin de liste, un scrutin de notables et de liste, donc c'est pas le contact avec le peuple. On verra, là, sur ce qu'il va faire. Et Marine Le Pen, voilà, députée européen, bon, elle a fait un bon score à Hénin-Beaumont, mais elle n'a pas été élue, même si au second tour, elle a frisé la majorité. Et donc, je ne dis pas ça par hasard, ce sont des entrepreneurs politiques qui ont une position périphérique, en réalité. Ils ne sont pas au centre du jeu. Ils reviennent dans le centre du jeu par le populisme. C'est une stratégie de reconquête de l'influence, et il faut aussi les analyser comme cela. Je ne pousserai pas la provocation jusqu'à faire remarquer que, par définition, ces gens-là appartiennent aux élites qu'ils dénoncent. Ils ne sortent pas de la mine, ils n'ont pas le visage noir, hein, les mains calleuses, ils n'ont souvent jamais vraiment travaillé, je le signale quand même. Hein. Pas de vrai métier, quel est le service rendu à la nation, quelle est la contribution, le service social, la richesse créée. Bon, je ne veux pas être poussé trop loin parce que je
je pourrais être injuste, même, hein, non, je ne veux pas exagérer ça, mais enfin, c'est quand même incroyable d'avoir l'air comme ça, de sortir de Germinal ou du Peuple en marche de Michelet. Hein. Pour terminer vraiment, un mot sur ce que j'appelle le populisme patrimonial qui résume cette situation présente et le danger que cela fait courir à nos nations européennes et à l'Union européenne. Je parle de populisme patrimonial, c'est la formule que j'ai forgée pour définir ce mouvement-là, parce que ce sont des partis qui ont eu l'intelligence, parfois le génie politique, tactique, hein, de sentir chez les Européens un double malaise, ou un malaise avec deux composantes. Deux composantes que je considère comme de type patrimonial. Une composante matérielle, c'est la crise, c'est la globalisation, ce sont les difficultés. Et on a le sentiment que son patrimoine matériel est altéré, menacé, qu'il y a une espèce de paupérisation, ou possible, hein, déclassement, vous voyez, etc. Ça, c'est le patrimoine matériel. Et puis, de l'autre côté, une dimension immatérielle, le patrimoine immatériel, l'identité. Au fond, qui suis-je? Quel est notre modèle culturel? Dans quel pays vivons-nous? Sur quel continent? Ou même d'ailleurs, est-ce que je peux encore peser sur les décisions publiques parce qu'il y a l'Europe, etc. Vous voyez, et les deux, la combinaison des deux, l'aspect matériel et l'aspect immatériel est très importante à considérer. Or, les partis politiques que nous connaissons bien, les partis de gouvernement, par exemple en France, l'UMP, le PS, partout en Europe, hein, la CDU, CSU, le SPD allemand, en fait, tous ces partis-là, hein, ont généralement, avec des variations diverses, hein, ont généralement, au fil du temps, délaissé la dimension immatérielle. N'ont pas vraiment investi le champ, je dirais, du patrimoine culturel. Ils n'ont pas su faire avec ça. Peut-être que ce n'est pas facile d'ailleurs, peut-être que ce n'est pas possible, j'en sais rien, je ne fais pas un conseil politique, mais ils n'ont pas traité ce sujet. Les partis de gouvernement ont surtout mis l'accent sur l'aspect matériel. On va sauver les retraites, ou bien on va, enfin en faisant ceci ou cela, ou bien on va réduire les impôts ou les augmenter, enfin, vous voyez, pour être plus juste, je ne sais pas quoi, des aspects très matériels. Et finalement, touchant aux revenus, le pouvoir d'achat, etc. Et finalement, dans des sociétés européennes très consuméristes, considérées comme individualistes, considérées comme désenchantées, toute une série de diagnostics qui ont été portés, qui sont assez fameux, peut-être faux d'ailleurs, ou partiellement faux, mais en tout cas, l'idée que l'enjeu, c'est le matériel et pas l'immatériel. Et ça aussi, c'était une façon de laisser en monopole à ces partis-là un sujet dont ils se sont emparés. Et aujourd'hui, ces partis populistes, donc qui relèvent de ce que j'appelle le populisme patrimonial, vont jusqu'à revendiquer la défense des libertés et du corpus libéral européen. Pim Fortuyn, dont je vous parlais tout à l'heure, ce Hollandais lettré, hein, savant, habile, très bon communicant, etc., a été pas tout à fait le premier, enfin le premier homme politique européen à fabriquer ce populisme patrimonial, notamment en expliquant que désormais c'était à eux de défendre les libertés. L'origine de ça, c'est une Italienne qui vient aussi de la gauche, Oriana Fallaci, vous avez peut-être entendu parler, qui avait écrit un livre qui a été un best-seller et qui a fait scandale, en disant, voilà, je défends, moi, le statut de la femme, je défends contre l'islam, je défends, moi, les libertés. Tout un discours de ce type. Je signale ça parce que c'est comme ça que s'est constituée au milieu des années 80 une inversion symbolique extrêmement importante et aujourd'hui presque accomplie, et dont on a eu récemment une illustration avec Marine Le Pen. L'inversion consistant à se présenter en tant que populiste comme une armée de résistants face à des envahisseurs, qui sont les musulmans, en l'espèce, ou les étrangers de manière générale. Et à dire, c'est nous qui sommes les résistants au nom des libertés. C'est très intéressant parce que la plupart de ces partis populistes sont des métamorphoses de partis d'extrême droite, qui ont vu qu'à un moment donné, les discours néo-nazis ou fascistes, électoralement, ça ne portait pas. Ils étaient coincés. Jean-Marie Le Pen, en 1974, il est candidat à la présidentielle, il fait 0,7%. En 81, il n'est même pas candidat parce qu'il n'a pas les signatures. Et en gros, si vous voulez, partout en Europe, ils font l'expérience, ça ne marche pas électoralement.
Peut-être parce que les gens ne veulent plus, peut-être parce que les gens ne savent même plus à quoi ça fait référence. C'est bien possible hein, que ce soit un peu confus comme référence, voire un peu érudit quasiment. Hein. Jean-Marie Le Pen, par certains côtés, il fait un peu érudit avec ses références. Hein. De ce point de vue-là, il est un petit peu à distance maintenant. Hein. Et sa fille est beaucoup plus en prise avec une rhétorique beaucoup plus simple. Hein. Eh bien, ces partis d'extrême droite qui se sont transformés ont réalisé un tour de passe-passe extraordinaire. C'est que c'est eux maintenant qui se mettent à traiter les autres de fascistes. C'est inouï quand même. Et quand Marine Le Pen a parlé de l'invasion à propos des prières de rue, vous vous en souvenez, il n'y a pas très longtemps, et que collectivement il y a eu une réaction qui a été très négative, où on a dit voilà, elle recommence comme son père. Et justement, non. Elle faisait l'inverse. C'est la première fois que le chef du Front National traitait quelqu'un de fasciste et disait moi je suis résistant. Et c'est cette inversion-là qui aujourd'hui travaille l'Europe, fait que ces partis-là sont très difficiles à discuter, très difficiles à, comment dirais-je, à contenir, notamment parce qu'il y a parmi une partie des élites intellectuelles une forme de sympathie qui s'est installée. Parce que la défense de la liberté d'opinion, la défense de l'égalité homme-femme, la défense de la liberté sexuelle. Pim Fortuyn était lui-même un homosexuel quasiment militant et qui disait il y a une homophobie chez les musulmans, c'est impossible, on ne pourra plus vivre notre liberté sexuelle. Donc, tous les compartiments sont présentés comme étant, au fond, défendus par ces partis dont on disait jusque-là, vous savez bien, hein, qu'ils étaient précisément ceux qui menaçaient notre démocratie et nos libertés. Et je termine ici, pour avoir ensuite le plaisir d'échanger avec vous, par une remarque que je voulais vous faire et à laquelle j'accorde une importance toute particulière. Ça n'est pas documenté. Je n'ai pas de statistiques à vous proposer. C'est une impression d'auditeurs, de téléspectateurs que je suis, de lecteurs, mais plus d'auditeurs de radio et de téléspectateurs. La presse est un peu moins touchée par ça. Et qui fait que je vois depuis quelques années se multiplier, s'installer des formats d'émissions qui non seulement font cohabiter la dérision et l'information, mais entremêlent de manière inextricable les deux dimensions. Avec des femmes politiques, des hommes politiques qui sont en charge des affaires publiques, ou qui le seront demain, si c'est l'opposition, et qui sont des personnes raisonnables, qui n'ont pas tort sur tout, ni raison sur tout, et qui ne sont pas, je le crois, absolument corrompues, ni totalement incapables. Et ces personnes qui viennent expliquer ce qu'elles font pas toujours très bien, ou que parfois elles ne peuvent même pas faire parce que c'est trop compliqué, et qui se trouvent presque aussitôt moquées pour un tic, parce qu'un discours de la veille a été répété, ou parce qu'un discours de la veille n'a pas été répété, et que l'homme politique semble se contredire, objet de dérision. Il se répète, objet de dérision. On cligne de l'œil, objet de dérision. On a un physique comme ceci, objet de dérision. C'est une espèce d'acide. Caricature, sketch permanent, moi je suis très frappé par ça. Hein. Et en particulier, alors il y a quelques représentants ici des jeunes générations, ils pourront peut-être en témoigner ou dire que non, ça n'est pas comme cela que cela se passe parmi eux. Là, comme prof, j'en discute beaucoup avec mes étudiants. Parmi les jeunes générations, depuis pas mal d'années maintenant, quand même, la figure principale hein, sous laquelle se présentent les politiques, c'est des guignols. Ce sont quand même des guignols. Hein. Et vous savez très bien, et ça n'est pas inventé, il y a de nombreux exemples, lorsqu'une petite fille qui grandit un peu voit pour la première fois réellement le président de la République, elle dit « Oh, le guignol !» C'est le premier mode d'apparition. Hein. Je pense qu'il y a là un sujet majeur, pour la raison suivante, et c'est là que je n'ai pas documenté, que peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, et que peut-être vous aurez raison, parce que je n'ai pas documenté ça. Mon sentiment, il est que les populistes, ayant un discours outrancier, premièrement, correspondent à l'attente médiatique, qui cartonnent. D'ailleurs, les deux qui cartonnent à la télé, c'est Marine Le Pen et Mélenchon. Ça, comme vous le voyez, c'est vrai que c'est différent. Donc,
il y a une espèce de complicité avec l'économie médiatique parce que le discours outrancier est spectaculaire et qu'il y a quand même la dimension spectaculaire qui travaille la concurrence entre les différents médias audiovisuels. Et deuxièmement, comment peut-on caricaturer l'outrance? Comment fait-on? Je ne sais pas, moi. Comment caricaturer ce qui est caricatural? Et il me semble que le résultat est que, de manière insidieuse et sans doute non voulue, mais non pas sans effet, les seuls qui échappent à cet acide de la dérision permanente, ce sont les leaders populistes. On ne sait pas s'en moquer. On ne sait pas nous faire rire avec Mélenchon, avec Marine Le Pen. Moi, je trouve qu'on ne sait pas. Ça ne prend pas. Même les marionnettes ne sont pas ressemblantes. Enfin, ils ne savent pas imiter la voix. Enfin, Le Pen, il savait imiter la voix, mais ce n'était pas drôle, parce que c'était Le Pen, en fait. Il disait, je suis pour la peine de mort. Ça, oui, mais s'il était pour la peine de mort, donc de toute façon, c'était pas une... Vous voyez, on n'était pas dans la... On ne peut pas faire ça, ça ne prend pas. Et je fais l'hypothèse suivante, et je termine là-dessus. Ne pourrait-on pas dire que finalement, ceux dont on ne se moque pas est ceux que l'on respecte? Est-ce qu'il n'y a pas une relation entre les deux? Et est-ce que, sans le vouloir, et peut-être sans le savoir, nous ne sommes pas en train, jour après jour, année après année, sans le vouloir, mais cependant le faisant, d'expliquer et de nous expliquer à nous et aux jeunes générations que les seuls qui sont respectables, au fond, sont ceux qui racontent n'importe quoi. Et de ce point de vue-là, je pense que nous aurions beaucoup à réfléchir, et je ne vois pas, si ce jugement-là était partagé, je ne vois pas d'autre solution que l'exercice de la critique par ceux qui regardent la télévision, ceux qui écoutent la radio, exiger de ces médias puissants, dont la puissance dépasse parfois la conscience de ceux qui les utilisent, exiger que la gravité soit de retour, le sérieux soit de retour. Bien sûr, il faut savoir s'amuser, et ce pays a la passion de l'humour et du rire, mais la distinction entre le moment où l'on rit et le moment où l'on parle de choses sérieuses est au moins la première mesure, je dirais, qu'il faudrait arriver à prendre collectivement. Il ne s'agit pas d'imaginer une loi, mon Dieu, surtout pas, mais que par une espèce de pression, d'exigence, de sérieux et de considération, on puisse interroger tranquillement un homme politique sans, dans la seconde qui suit, et même parfois dans l'instant même, se moquer d'un tic de langage ou d'une façon d'être qui, évidemment, non seulement fait oublier ce qui a été dit, mais ne permet pas de prendre la personne au sérieux. Voilà, c'est tout cet univers-là qui est en train aujourd'hui de se mettre en place. Et ce qui est problématique, c'est que les effets se font sentir, je le crois en tout cas, sur le plan culturel comme sur le plan électoral et politique, les effets se font sentir sans que ces partis aient besoin d'être majoritaires. Nous en sentons déjà les effets, et donc il ne faut pas avoir l'œil rivé sur le 22 avril 2012 et se demander si les populistes seront au second tour ou n'y seront pas. Moi je crois que ce n'est pas le sujet, ça. S'ils sont au second tour, nous l'avons déjà fait, ce sera à nouveau une très mauvaise nouvelle, à nouveau ils seront battus, mais on sera à nouveau dans une situation très, très compliquée. Non, le problème, c'est plutôt que nous commençons à voir s'installer un peu partout cette espèce de discours populiste qui rend très difficile la discussion éclairée, la délibération citoyenne, et donc la recherche des solutions qui nous permettront de traverser les difficultés et de vivre ensemble. Je m'arrête là pour en discuter avec vous, si vous le voulez bien. Merci Dominique, je suppose qu'on va avoir un débat assez vif. Et Dominique, vous n'avez pas beaucoup parlé du rôle de la nation, de l'importance de la nation dans l'analyse que vous avez faite. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur le sens de la nation et le rapport entre le populisme et l'idée de la nation du pays? Oui, c'est vrai que c'est un sujet majeur. Je vais le dire comme ça, en essayant d'être bref. Je suis bavard, hein. Je le sais. Hein. Je vais le dire comme ça, parce qu'il y a d'autres questions, mais c'est une question très importante. C'est là qu'on touche à la question européenne. Et c'est là que nous devons collectivement, parce que les politiques ils peuvent faire ce que nous on leur inspire hein, quand même, hein, il faut bien aussi partager tout ça. Nous devons collectivement trouver une solution qui sera historique, qu'il faudra bien inventer. Les Européens ont profondément soutenu l'Union européenne. Ça, moi je défends l'argument. Hein. Je vous donne un argument pour dire ça.
On me dit souvent, oui, le référendum en 2005, c'était un échec total. Moi, j'étais pour le oui, j'ai pris une raclée. Je m'en souviens très bien, c'était même une espèce d'humiliation. C'est un échec. Et en 93, c'était pas loin pour Maastricht. Mais ce n'est pas le seul critère. Hein. Là encore, ce n'est pas le seul critère. Si je considère tous les pays de l'Union européenne, jusqu'à ce jour, depuis qu'ils sont dans l'Union européenne, et si je considère les majorités parlementaires que les peuples de ces pays-là ont choisies, nous avons toujours eu, dans tous ces pays, des majorités pro-européennes. Toujours. Toujours dans ces pays-là, les anti-européens ont perdu les élections législatives. Toujours. 27 pays, 400 élections. J'ai fait le compte. Hein. Plus de 400 d'ailleurs. Hein. Mais j'ai passé ça au crible. Ça, en revanche, je l'ai documenté. Plus de 400 élections législatives, toujours favorables aux organisations pro-européennes. Ça, c'est un soutien massif des peuples européens dans un geste démocratique. Je ne dis pas que ça va durer, mais ça a été comme ça jusqu'à présent. Mais ça veut dire qu'il y avait une attente. L'idée était au fond, d'accord, il y a un projet collectif de vie commune, bon, je passe là-dessus, une entité qu'on peut ressentir, etc. Je passe là-dessus. Nous sommes d'accord pour considérer que l'histoire présente des défis qui font que les nations ont un niveau de puissance qui n'est peut-être pas suffisant. Et il faut entre nous, de manière familière, nous associer pour fabriquer une souveraineté commune supplémentaire, qui serait l'Europe, et qui n'a pas besoin de la disparition des nations d'ailleurs, mais qui peut compléter la puissance publique nationale. Ça, c'est une attente forte. Le sentiment qu'ont les Européens aujourd'hui de manière croissante, et la crise, bien sûr, en quelque sorte, leur donne raison, malheureusement, c'est que, enfin, apparemment donne raison, mais après il faudrait discuter dans le détail, parce qu'en réalité l'Europe nous protège beaucoup, mais on ne peut pas dire ça aujourd'hui, ça passe plus. Pourtant c'est la réalité. Enfin, je crois que c'est la réalité. Le sentiment général est que la puissance publique européenne n'a pas émergé, ça je crois que c'est quand même vrai, et que la puissance publique nationale s'est dissoute. Et donc, et là moi je partagerais cette espèce d'expérience du malheur qui serait éprouvée, c'est comme si on nous demandait à nous, individus, de flotter dans la globalisation entre une nation qui n'est plus, une Europe qui n'est pas encore et qui peut-être ne sera jamais. Donc débrouillez-vous. On se débrouille. Voilà. On s'en sort, on ne s'en sort pas. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les populistes ont pour cible principale l'Union européenne, ça c'est vraiment un trait de leur politique, de leur discours. D'ailleurs, ils font beaucoup de dégâts, si vous souhaitez on en parlera, ils font beaucoup de dégâts sur l'Union européenne, ils arrivent vraiment à l'abîmer fortement et à l'empêcher d'avancer. C'est un objectif pour eux, parce qu'à chaque fois que l'Union européenne est affaiblie ou en difficulté, il y a une espèce de rétractation que je trouve moi légitime et naturelle qu'on peut expliquer sur le national. Et donc l'argument consiste à dire ce pouvoir européen est un pouvoir globalisé, étranger, extérieur, impuissant, corrompu, etc., bureaucratique, etc. Il ne peut pas vous aider. Il faut réinvestir le national comme une... y compris le retour au franc, par exemple. Réinvestir le national, les frontières, la monnaie nationale. Entre nous, on se recroqueville. Et puis, les vrais, hein, pas les faux, hein, pas les récents, les anciens. Donc voilà, on refait tout ça. Et la rétractation nationaliste, hein, le nationalisme, c'est un sentiment qui est noble, hein, il n'est pas nécessairement pathologique. Hein. Si c'est lié au patriotisme, etc., là, au sens de l'effort collectif, c'est un très beau sentiment, absolument nécessaire. Mais là, je parle du nationalisme pathologique, c'est-à-dire l'idée qu'il faut se rétracter, se mettre à l'écart, ça n'est pas possible, bien sûr, et mettre en scène une espèce de confrontation avec le reste du monde. Ça, c'est un carburant pour les partis populistes, qui ne sont pas les seuls, puisqu'il y a de ce point de vue-là un populisme de gauche, mais qui sont ceux qui vont le plus loin, puisqu'ils font du national et de l'ethnos. Donc là, c'est en effet un point clé, très articulé à la critique systématique, extrêmement violente de l'Union européenne et au travail de SAP. Je ne fais pas, je termine là-dessus, je ne fais pas de... Là aussi, je vais être très prudent parce que je pourrais être maladroit et ce serait malheureux, en particulier sur ce point-là. Le 29 mai 2005, vous avez probablement beaucoup ici voté non, puisque c'est le non qui l'a remporté. Et donc, je ne mélange pas tout. Je ne mélange pas tout. On pouvait voter non. Moi, j'ai voté oui. Beaucoup ici ont voté non, sans doute une majorité. C'était une position qui avait du sens. Mais j'observe simplement, et c'est là que je ne veux pas faire d'amalgame, que tous les partis populistes se sont engouffrés pour espérer la victoire du non. Tous. De l'extrême gauche à l'extrême droite, tous. Je n'avais jamais vu une estrade avec des souverainistes, des trotskistes, des représentants d'attaque, etc. Je ne l'avais jamais vu. Moi, je l'ai vu en 2005, y compris sur les estrades communes. Donc tous
ont vu là la possibilité de casser quelque chose. Il s'est passé la même chose en juin, le 1er juin 2005, aux Pays-Bas, exactement la même chose, la même configuration, d'ailleurs pour des raisons très différentes, puisque les Hollandais étaient très remontés contre le pouvoir franco-allemand, le diktat franco-allemand, alors qu'en France, ce n'était pas tellement le sujet, vous vous en souvenez, il y avait beaucoup de questions. On va reprendre quelques questions. Attendez, madame, je vais vous donner le... Oui, mais non, parce qu'il y a une autre salle, il y a deux autres salles. Monsieur, voilà, je n'aime pas le chaos. Et donc, pour être informée, puisque maintenant je suis à la retraite, je me suis branchée aux heures de grande écoute et de grande qualité. J'ai vraiment fait un tri sur Pékin et sur New York. Eh bien, jour après jour, cette influence, eh bien, tout ce dont vous venez de parler, c'est inconnu. Par contre, ce qui revient sans arrêt sur l'Europe, et c'en est humiliant quand on est européen, c'est l'incompétence et l'irresponsabilité. Mais alors, ça revient tout le temps. Et ils en sont très embêtés, parce que c'est pas du tout contre nous, c'est pas du tout partisan, mais c'est qu'au niveau de l'économie mondiale, et pour Pékin et pour Washington, qui représente quand même un paquet de milliards de gens, c'est très embêtant qu'on soit comme ça, et ils n'ont pas du tout envie qu'on soit. Voilà le jugement qu'on porte sur nous. Et tout ce que vous venez de dire sur le populisme, etc., que je n'arrive pas à cerner, parce qu'on n'en parle nulle part. Non, ils n'en parlent pas. Ils parlent d'incompétence et d'irresponsabilité. Ben alors c'est le mot permanent. J'ai bien entendu votre intervention, hein, ce n'est pas vraiment une question. Je serais juste en désaccord avec vous sur les États-Unis. Je ne peux pas m'opposer aux États-Unis. Non, mais personne ne s'oppose aux États-Unis, c'est un pays formidable. Je voulais simplement vous dire que, comme j'ai fait un livre sur le populisme, ce livre m'amène à discuter beaucoup avec les Américains qui sont très préoccupés par la montée du populisme en Europe et qui travaillent beaucoup avec moi sur l'étude de ce phénomène. Donc c'est une préoccupation, mais ça ne peut pas vous surprendre. Ils sont très au fait de tout ça. Ils ont joué un petit rôle dans l'histoire quand même à ce sujet. Juste un mot, monsieur. Je partage tout à fait l'opinion de madame sur les États-Unis, parce qu'effectivement, il était très frappant en vous écoutant donner quantité d'explications très complètes sur ce phénomène qui affecte la totalité de l'Europe, mais pas le reste de l'Europe. Rien en Chine, rien au Japon, rien. Ça, c'est la première remarque que je voulais vous faire. La deuxième remarque, c'est une interrogation. Vous avez superbement décrit le phénomène, sous la rhétorique que je viens d'indiquer, mais, vous n'avez pas cherché la cause de ce phénomène. Est-ce que la cause de ce phénomène ne viendrait pas tout simplement de ce qu'il y a un sentiment de ras-le-bol, que les phénomènes de gouvernance n'ont jamais été résolus, et que finalement, ces mouvements que vous avez encore une fois très bien décrits n'expliquent absolument pas le phénomène, mais simplement permettent à des brillants universitaires comme vous de faire des bouquins pour l'expliquer, mais pas le justifier. Ça me permet de rebondir sur la question qui vient d'être posée par ce monsieur, car effectivement, je pense que vous avez évoqué un certain nombre de causes de la montée du populisme, mais ne croyez-vous pas que la principale, c'est qu'on est passé en l'espace de 30 ans d'une immigration de travail à une immigration de peuplement, et d'une immigration qui finalement qui est passée d'une immigration souhaitée à une immigration subie, et que ce phénomène-là est bien ressenti, parce que je vois, je n'ai pas encore lu le petit document que vous avez fait sur les Pays-Bas, mais je crois me souvenir qu'un homme politique des Pays-Bas a dit « Nous ne voulons plus d'immigration car les Pays-Bas sont pleins ». Oui, c'est Pim Fortuyn. C'est Pim Fortuyn. Bon, bah donc, vous voyez, c'est sa formule, les Pays-Bas sont pleins. C'est sa formule. Donc ne croyez-vous pas que c'est un petit peu cet état d'esprit qui fait que, bon, en plus, je prends l'exemple de la France, on est un pays où il y a 4 millions de chômeurs, où il n'y a pas de logement. Est-il raisonnable d'accorder 200 000 titres de séjour par an, en sachant très bien que ces gens-là ne trouveront pas ce qu'ils recherchent,
qu'ils vont constituer des problèmes s'ils ne finissent pas, les pauvres malheureux, dans un squat insalubre où ils risquent d'être brûlés? Je ne serai pas... merci pour votre question et remarque aussi, mais juste brièvement là-dessus, je ne serai pas monocausal. Comme je vous l'ai dit, l'immigration et les conflits interculturels sont un des éléments qui, objectivement, d'un point de vue historique et sociologique, agitent nos sociétés. Mais si vous faites l'hypothèse que ce mouvement se produit dans une société française avec une croissance de 5%, je crois que le problème n'est pas le même. Voyez ? Donc je pense que c'est la combinaison des problèmes qui fait qu'il y a là une grande difficulté. Un pays comme la France, aujourd'hui, n'a aucune difficulté à recomposer sa population, y compris par l'apport de l'immigration, en tout cas je le crois, avec une croissance beaucoup plus forte que celle d'aujourd'hui, qui est une croissance, c'est le moins qu'on puisse dire, à tonnes. Hein. Et si nous avions plus de richesses à distribuer, je pense très profondément, et l'histoire le montre abondamment, que beaucoup de ces difficultés-là ne seraient pas aussi souvent exhibées et ne seraient pas considérées comme au fond, la cause principale. Moi, je ne l'écarte pas des causes. Je ne l'écarte pas. Je pense que ce n'est pas sérieux du point de vue sociologique de dire qu'il n'y a pas là une cause à des malaises, à des difficultés. Mais je crois qu'il faut l'intégrer dans l'histoire générale du continent européen. Et même si toutes les immigrations ne se ressemblent pas, parce qu'il ne faudrait pas... Enfin, ce serait absurde de dire que toutes les immigrations se ressemblent. L'Europe est un continent qui n'a cessé, qui n'est composé que de cela. Hein, que de cela. Et puis, évidemment, on pourrait prendre l'exemple des États-Unis, qui est un exemple à la fois proche et différent, comme vous le savez. Mais les États-Unis, qui ont une immigration importante, de nature différente, je ne sais pas, importante, les États-Unis ont une croissance qui est plus forte que nous. Et ces difficultés-là sont moins visibles. Il y en a d'autres, hein, parce que chacun a ses difficultés. Par exemple, les Tea Party ont un discours qui porte plus sur la pression fiscale excessive et les dépenses supposées somptuaires de Washington que sur ces questions-là, vous voyez. Donc, moi, je crois que c'est une cause, objectivement parlant, mais je pense que ce serait une erreur d'en faire la seule cause. Et ça fait partie, si vous voulez, là, juste un mot parce que c'est important. Si vous et chacun, après, fait avec sa conscience et sa raison, hein, naturellement. Moi, je ne suis pas péremptoire, hein, je me trompe sans doute sur beaucoup de choses. Hein, mais ça, c'est le résultat de mon travail. Enfin, voilà, donc il est tout à fait faillible. Mais je crois en revanche que dans un discours politique et dans un moment politique, si on met l'accent sur une cause et sur une seulement, on fait subir quelque chose au débat. Et on fait subir on exerce une pression sur la société française. Il est évident que notre capacité à sortir de la crise, comme peuple, comme nation, dépend de notre capacité à le faire ensemble. Ça, c'est sûr. À chaque fois, dans toute société, hein, à chaque fois que les individus s'opposent à eux-mêmes au sein d'une communauté, ça les fragilise. C'est une espèce de loi. Hein, ça les fragilise et ça rend le résultat plus compliqué à atteindre. Et donc, quand on met l'accent sur une cause, je pense qu'on clive la société, on crée des antagonismes internes qui ne sont en aucune façon des ressources pour avancer et progresser, qui en revanche nous enlisent dans des confrontations qui épuisent hein, et qui nous éloignent de solutions qui nécessitent un consensus général. Donc il faut en parler parce que sinon on ne décrit pas le réel tel qu'il est, mais je pense que c'est une pluralité de causes, hein, encore une fois. Et je voudrais juste vous dire un mot, je ne crois pas à la formule immigration subie. Je vais vous dire pourquoi. Je le dis sous une forme volontairement humoristique. En Europe, hein, le taux de fécondité moyen est de 1,3 enfants par femme à un âge de féconder. Comment ? Ça ne se renouvelle pas. Nous avons choisi, nous, collectivement, de ne pas avoir beaucoup d'enfants. Est-ce qu'on peut se le reprocher ? On observe qu'on en fait très peu. C'est la partie du monde où on fait le moins d'enfants. Nous sommes contre le clonage reproductif, contre l'immigration. Mais nous voulons conserver nos droits. Vous dites ça à un politique, vous lui dites trouver la solution, débrouille-toi. Vous voyez, nous avons une forme... C'est un choix, ça. Les Allemands, cette année,
ont vu pour la première fois, 2011, c'est passionnant, en 2010, les Allemands ont perdu 200 000 habitants, en net. En 2011, ils ont gagné 60 000 habitants. Comment ont-ils fait? Ils ont inspiré tous les jeunes des pays alentours. Ils ont joué, ils ont fait une stratégie de recrutement des jeunes venus de Roumanie, de Pologne, etc. Donc pour les pays que j'ai cités, Roumanie, Pologne, où le taux de fécondité est encore pire, la situation est devenue évidemment, sur le plan démographique, catastrophique. L'Europe a choisi de croître par l'immigration. Je suis désolé. Puisque nous avons choisi de ne pas croître par le développement naturel. Vous avez commencé en nous disant que vous étiez à moyen terme optimiste. Je le suis comme vous. Et avec mon épouse, j'ai 6 enfants parce que je crois que l'avenir est dans nos enfants. Personnellement, je suis en relation avec ce qu'on appelle la génération des Y transmigrants, des 30-40 ans qui communiquent avec Shanghai, avec Taïwan, avec San Francisco. Et donc on peut compter sur un certain patriotisme européen de ces gens qui étudient, qui créent des entreprises. Alors j'ai une question à vous poser. Très récemment, la circulaire Guéant qui interdit aux diplômés étrangers de travailler en France a totalement été incomprise. Ces étrangers qui sont diplômés et à qui on demande de revenir chez eux ne sont pas destructeurs d'emplois. Ça appelle quelques milliers de personnes. Ce sont des créateurs d'emplois qui, dans des startups, dans des jeunes entreprises, permettent à la startup de se développer plus vite parce qu'effectivement, ils donnent toute la connaissance d'un marché en Afrique du Sud ou au Brésil ou en Chine ou au Japon ou en Corée. Donc, cette génération des transmigrants, des diplômés de grandes écoles, Bac plus 5, plus 7, qui créent des entreprises, est totalement décontenancée par cette circulaire pour laquelle des gens très intelligents ont demandé de revenir là-dessus. Comment expliquez-vous que notre gouvernement actuel ait pu prendre une telle décision? Alors, bon, moi c'est une circulaire que je trouve tout à fait inadaptée. Il y est revenu depuis. Oui, bien sûr. Oui, ça a été. C'est de l'ersatz, ça n'a rien à changer puisqu'il a renchéri. Oui, mais enfin, en tout cas, je vais vous faire ma réponse, parce qu'il y a des choses qui s'enchaînent là-dedans, dans ce que vous avez dit. Je partage votre analyse, de toute façon. Ça, je commence par ça. C'est de la richesse, c'est de la création, c'est de l'innovation. C'est une erreur, de mon point de vue, de prendre ce type de mesures. C'est une erreur. Donc, je ne peux pas être plus d'accord avec vous. C'est le premier point. Deuxièmement, la raison pour laquelle des responsables politiques prennent ce genre de décision, il y en a au moins 2. Je ne sais pas laquelle domine. Première possibilité, c'est on croit bien faire. Et on se trompe. Ça arrive à tout le monde. Hein. C'est une possibilité réelle. Hein. Deuxième possibilité, on fait de la politique. Et donc on veut montrer, parce qu'il y a des élections, quelque chose à des électeurs, que l'on espère. Les partis de gouvernement sont malheureusement... Les partis de gouvernement, hein, ceux qui ne sont pas, enfin ceux qui, à mon avis, ont pour adversaires les populistes. Hein. Les partis de gouvernement sont malheureusement régulièrement tentés par des saillies, des formules populistes, en particulier sur le terrain de l'immigration. Pas seulement, attention, parce que les patrons voyous, c'est une formule populiste, hein, qui fait réagir peu de gens, je le fais remarquer. Hein. Personne ne trouve ça scandaleux. Hein. Mon père, moi, était un entrepreneur, il a créé son entreprise, il avait fait 25 employés, c'était très modeste. Hein. Bon, pas vu qu'il était voyou, hein. Mais les patrons voyous. Vous voyez, donc vous avez ce genre de choses qui ne gênent presque personne. Hein. Sinon, j'imagine les patrons. Et peut-être les voyous qui se disent, non, je suis patron, est-ce qu'on va m'imposer, est-ce que je vais payer une taxe? Donc, le populisme, attention, ça n'est pas simplement le fait de parler des étrangers en ces termes. Le populisme, ce sont des formules qui stigmatisent des catégories, qui simplifient le réel, etc. Donc ça, on peut le trouver sous différentes formes. Mais de toute façon, les partis de gouvernement ont généralement ce type de mouvement, en espérant, bêtement d'ailleurs, rattraper des électeurs alors qu'ils les envoient chez les populistes, puisque, de mon point de vue, l'inférieur imite le supérieur. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça. Si on imite quelqu'un, c'est qu'on veut se moquer ou qu'on l'admire. Il y a deux possibilités. Je pense que là, ce n'était pas pour se moquer. Donc ça fait passer le message qu'au fond, il y a quelque part un original, etc., etc. Donc c'est une erreur politique. Hein. Mais je veux ajouter à cela la chose suivante. Ça n'est pas suffisant de dire que cette circulaire ne va pas. Il faut dire qu'est-ce qu'on fait
pour ne pas vider les pays pauvres de leurs diplômés, de leurs intelligences, de leurs compétences, pour ne pas se poser la question du mal que nous leur faisons. Ils ont payé ces étudiants avec le peu d'argent qu'ils ont, nous les leur piquons et il ne leur reste plus rien. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut, sur ces sujets-là, penser assez différemment. Et je suis personnellement, je dis dans mon bouquin, très favorable au concept d'Euroméditerranée. Il faut peut-être avoir une autre représentation de l'entreprise, de son lieu d'existence. Le réel est d'ailleurs beaucoup plus récemment déjà à cela, hein, mais créer une activité économique, une activité entrepreneuriale, une entité entrepreneuriale euroméditerranéenne, faire que ces jeunes qui sont formés au Maroc, en Tunisie, partout en Afrique, partout au Proche et au Moyen-Orient, peuvent travailler là-bas, pour nous en quelque sorte aussi, parce qu'on aurait des entreprises communes. Ils pourraient travailler ici, puis revenir dans leur pays, et nous pourrions aussi travailler dans leur pays. Ça me paraît être une vraie possibilité dans un monde comme aujourd'hui globalisé, et nous pourrions avoir, il y a des projets comme ça, ils sont trop peu avancés, mais ils finiront par voir le jour, moi je le crois. Nous pourrions avoir des universités euroméditerranéennes. Nous avons tant de compétences linguistiques dans un pays comme la France grâce à l'immigration. Je ne peins pas tout en rose, ce n'est pas le cas, vous avez vu, hein, mais nous avons beaucoup de compétences linguistiques dans un pays comme la France. Il y a au moins 50 nationalités qui sont représentées de manière significative dans la population française, y compris avec les compétences linguistiques. Pour un monde globalisé, c'est une force. Une force. Et donc, il faudrait plutôt penser en ces termes-là. Et si c'est une compétition, ce sera de toute façon destructeur. Et nous ne pouvons pas, je dirais même, en dehors de toute morale, hein, mais même pour notre intérêt personnel à moyen et long terme, pour vos petits-enfants, vos petits-enfants, pour les miens, eh bien, on ne peut pas souhaiter, je sais bien que vous ne le souhaitez pas, on ne peut pas souhaiter que les pays pauvres soient privés de leurs compétences et de leurs talents. Parce que les difficultés qui surgiraient là-bas, évidemment, finiraient par retomber sur nous. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, d'ailleurs. Hein, c'est plutôt... Mais je crois qu'il faut le voir dans ce schéma global plutôt que dans une espèce de... C'est l'erreur que font les Allemands avec les pays de l'Est. Bon, on va voir s'il y a des questions dans les autres amphis. Je ne sais pas s'ils ont un micro. Sinon, on va prendre une ou deux dernières questions ici. Madame, et puis ensuite, monsieur. Si vous pouvez faire passer derrière. Je voudrais juste reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, que quand les gouvernements en fait se saisissent de... Rapprochez. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que quand un gouvernement en fait se saisit de certaines données déjà évoquées par les populistes, ça peut au contraire alimenter le discours populiste. Il me semble au contraire qu'en fait, peut-être que les partis ne se sont pas suffisamment saisis des questions jusqu'à présent, et qu'à force en fait de dire cela, eh ben, en fait, les partis, entre autres peut-être le parti gouvernemental, hein, n'osent plus en fait bouger ou faire des choses parce qu'immédiatement on renvoie qu'ils sont du côté de l'extrême droite. Hein. Oui. Alors voilà, moi je pense qu'au contraire, ce sont les partis, enfin l'inaction peut-être des partis jusqu'à aujourd'hui, qui a fait que les partis populistes se sont au contraire développés. Et en fait, à ce sujet, ce qui me dérange aussi, c'est que bien souvent, bon, parti populiste, c'est parti d'extrême droite. Du coup, ben, en fait, on associe en fait tous les gens qui sont censés adhérer à ce type de parti comme des gens de droite, extrême. Or, aujourd'hui, si on observe le parti de Marine Le Pen, il y a quasiment 50% de gens pratiquement de gauche et 50% de gens de droite. Ce qui veut bien dire que tous ces sujets-là doivent être saisis par la gauche comme par la droite. Moi, Madame, je suis d'accord avec vous. Hein. Et sur le premier point que vous avez évoqué, je le dirais comme ça, mais alors tout à fait d'accord avec vous. Hein. Il y a deux erreurs, je dis, au fond, il y a deux erreurs à commettre. Et on a un peu, pour le moment, commis les deux erreurs, hein, mais ça peut s'arranger. La première erreur, c'est de ne pas parler des problèmes qui préoccupent les gens. Ça, c'est une erreur majeure, et on le paye très cher. J'en ai dit un mot, je n'y reviens pas. La deuxième erreur, c'est de ne pas en parler dans les termes de la raison et du consensus. Et tous les problèmes qui se posent
peuvent être présentés et traités dans les termes de la raison et du consensus. C'est vraiment les deux conditions. Mais vous avez 1000 fois raison, les partis de gouvernement doivent traiter de toutes les questions, y compris la question de l'immigration, la question de la diversité culturelle. Par exemple, dans le bouquin, j'explique qu'il est absolument indispensable que nous ayons collectivement, mais collectivement, pas les uns contre les autres, ça ne marchera jamais, c'est vraiment à coup sûr. On doit avoir collectivement un débat, mais tranquille, de longue durée, pas un débat pendant 15 jours pour faire un peu la une ou les élections, une discussion sur le contrat politique. Hein. Quelles sont les valeurs qui nous réunissent? Quelles sont les valeurs auxquelles nous tenons? On peut le dire, ça, on pourrait facilement dire quelles sont nos valeurs. Les valeurs que nous chérissons, parce que c'est nous, et qu'elles nous accomplissent dans un humanisme qui est fait de dignité. On pourrait le dire très facilement, ça. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Je suis sûr qu'on est tous d'accord là-dessus. On les énonce et on réaffirme leur nécessité absolue. Et donc, on limite la diversité. La diversité est une richesse, à coup sûr. Et nous sommes tous différents, d'ailleurs. La diversité est une richesse. Mais pour que nous puissions faire société, et une société orientée, bien sûr, avec des principes, il faut évidemment qu'on limite l'intensité de la différence sur certains sujets. On ne peut pas remettre en cause la question de l'égalité entre l'homme et la femme ne se pose pas. Enfin, c'est une évidence. Donc c'est ce travail-là que les politiques doivent faire quand ils sont au gouvernement, mais avec leur vocabulaire et leur propre, vous voyez, pour qu'on puisse justement montrer que le discours outrancier est un discours qui sépare plutôt qu'il ne réunit. Monsieur. Oui. Oui, bonjour. Donc, bonjour. J'avais une question aussi par rapport tout à l'heure, vous avez évoqué justement ce certain type de presse assez satirique qui justement caricaturait tout ce qui va être les petits candidats, mais qui ne sont justement pas populistes, et qui obligeait un peu toute personne qui ne va pas se reconnaître dans les deux partis que sont le PS et l'UMP à verser justement dans le FN comme seule solution à l'opposition de ces deux partis majoritaires en France. Et donc, quelle solution, justement, par rapport à ce que vous décriviez dans votre intervention, quelle solution vous proposez pour remédier, justement, à cette unique option du populisme, que ce soit le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon ou du Front National de Marine Le Pen? Alors, écoutez, c'est une question extrêmement compliquée que vous posez, mais c'est une très bonne question aussi. Je ne veux pas prétendre avoir la réponse à cette question essentielle. Ce serait présomptueux. Mais certainement que dans les ressources qui constitueraient de manière plurielle, parce qu'il n'y a pas une réponse, mais la réponse à la question que vous posez, à laquelle il faudra répondre collectivement, il y a le fait de s'investir dans la discussion, de participer aux élections, de faire participer aux élections. Ce qui fabrique le 21 avril 2002, c'est d'abord l'abstention. Ça n'a pas été suffisamment expliqué, ça. C'est le record, 28% d'abstentionnistes. C'est la raison pour laquelle il y a eu un tel score de l'extrême gauche et de l'extrême droite à ce moment-là, parce que les électeurs modérés sont restés à la maison, plus que les autres. Et donc, il y a eu un effet de poids relatif des électorats protestataires. La participation électorale, c'est la moindre des choses. Et pourtant, un mot là-dessus, les législatives de 2007 ont été les plus abstentionnistes depuis l'histoire du suffrage universel en France. Les municipales et les cantonales de 2008 ont été les plus abstentionnistes depuis l'invention de ces élections en France. Les élections européennes de 2009 ont été les plus abstentionnistes depuis 1979. Les élections régionales de 2010 ont été les plus abstentionnistes depuis l'invention des élections régionales. Et ainsi de suite. Il faut réinvestir. Si notre idée est que cet univers-là ne nous satisfait pas, dont nous nous retirons, nous ne participons plus, nous fabriquons une aggravation du problème. Le premier geste, c'est celui-là. Et ensuite, nous devons nous investir. Alors peut-être aller jusqu'à faire de la politique, voyez, pour des nouvelles générations, peut-être pour vous ou pour d'autres, mais ça peut être cela, l'engagement associatif, s'investir aussi dans l'exigence, je l'ai dit, à l'égard des médias. Et aujourd'hui, vous avez un outil formidable que moi je trouve formidable. Internet est pour moi un outil principalement vertueux. Il a des défauts, etc., mais il nous permet à tous d'être, pour la première fois dans l'histoire des médias, d'être des individus émetteurs, récepteurs. On peut émettre
On peut dire, alors il faut être entendu, mais on peut dire, moi je passe beaucoup de temps à lire les commentaires des articles sur les sites des journaux que postent les internautes, ou bien les forums, ou bien même sur Twitter, qui est un point d'observation passionnant. Ce sont des façons d'exercer des pressions et de rappeler à ceux qui ont pour métier de faire l'information qu'il y a des exigences à respecter. Ce sont ces formes d'engagement qui sont parmi, je pense, moi, les réponses les plus importantes. Je veux juste ajouter un mot aussi pour compléter ma réponse à la question que vous avez posée, madame. Je ne veux pas qu'il y ait un malentendu. Et souvent, dans le débat public, j'entends ça de façon très partisane. Ne vous faites pas d'illusions. Le populisme en Europe, y compris le plus terrible, il est à droite comme à gauche. Comme à gauche. Je vous donne un exemple fameux qui pourrait suffire à démontrer ça. J'en donnais deux. En Slovaquie, le Smer, c'est le Parti social-démocrate slovaque, dont le chef s'appelle Robert Fico. Il est membre du Parti socialiste européen. Il a gouverné pendant 2 ans avec le SNS, qui est le parti antisémite, raciste, fascisant, slovaque. Ils ont gouverné ensemble sans difficulté aucune. La seule chose que le Parti socialiste européen a fait au Smer, c'est de le suspendre pendant la durée du gouvernement. Ce n'est pas une sanction extrêmement dure. Le Fidesz, qui en Hongrie aujourd'hui est en train de fabriquer un régime non démocratique, appartient au Parti populaire européen. Donc c'est l'autre du Parti socialiste européen, le Parti populaire européen, c'est la droite. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de réactions sur ce que Orban fait à la démocratie hongroise. Je vous signale que Radio Free Europe propose de réémettre en Hongrie. Vous vous rendez compte? Pour ceux à qui ça dit quelque chose, c'est spectaculaire. Et enfin, le Parti socialiste allemand. Sur la droite, il y a beaucoup d'exemples, j'en ai donné beaucoup. Le Parti socialiste allemand a un de ses membres éminents, qui s'appelle Thilo Sarrazin, qui a été membre du directoire de la Bundesbank jusqu'en 2010, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'Allemagne court à sa perte ». C'est un livre qui est le plus grand succès de l'édition allemande depuis 1945. Plus de 3 millions d'exemplaires vendus à ce jour. Dans ce livre, il explique que les Turcs dégradent la qualité biologique du peuple allemand. C'est la thèse. C'est une thèse raciste, parfaitement raciste, biologisante. La Bundesbank lui a demandé de quitter son poste à la suite de la publication de ce livre. Il est resté membre du Parti socialiste allemand, qui a envisagé de l'exclure, il faut dire la vérité. Mais le Parti socialiste allemand a reçu 120 000 lettres de protestation de la part des lecteurs lui disant « Je vous préviens, si jamais vous le mettez dehors, vous n'aurez plus jamais ma voix ». Et les socialistes allemands ont décidé, officiellement, de le conserver comme un membre du Parti socialiste allemand. Il n'a fait rien qu'écrire un livre parfaitement raciste sur les Turcs d'Allemagne. Et je pourrais multiplier les exemples de ce type. Ce qui se passe simplement, c'est que la métamorphose de ces partis, évidemment, vous avez 100 fois raison, vous ne pouvez pas croître électoralement si vous ne prenez pas à droite et à gauche. Le Front National, Jean-Marie Le Pen, je vous ai dit, en 80, il n'est même pas candidat. Il ne peut pas. Il décolle électoralement en 83. Pourquoi? Parce qu'il prend les électeurs au Parti communiste, qui sont déçus par le tournant de la rigueur. Après, il prendra les électeurs à la droite, 86-88, mais il prend les électeurs à la gauche, à nouveau, 97-2002. En 88, Le Pen fait 14,5% au premier tour de la présidentielle. En 95, il fait 15%. En 2002, vous savez qu'il est au second tour. Il ne peut pas gonfler sans avoir des électeurs qui viennent de la gauche. Même parfois qui l'oublient, mais qui viennent de la gauche, qui ont voté d'abord pour la gauche, qui parfois même y retournent. Pourquoi Philippe Poutou, vous connaissez? Pourquoi, il a un nom formidable. Pourquoi Philippe Poutou, le candidat du NPA, ne perce pas dans les sondages, et pourquoi Nathalie Arthaud, l'héritière d'Alain Aguillet, ne perce pas dans les sondages? Nous le savons, quand on étudie ça de près, parce que leurs électeurs veulent voter Marine Le Pen. Donc vous avez 0, 0,5, 0,5, 1, ça ne décolle pas parce qu'ils sont chez Marine Le Pen. Et vous voyez aujourd'hui que la réponse ethno-socialiste que fait Marine Le Pen à la crise, quand elle dit, sur un ton qui, si vous m'écoutez, ne vous apparaîtrait pas comme un discours de droite, je veux défendre, je vous le dis, je veux défendre nos services publics,
nos retraites, notre modèle social. Je la cite là, 11 septembre 2011, son discours de Toulon. C'est un phrasé de gauche, hein, et qui absorbe, et bien sûr, tous ces électeurs qui cherchent une protestation capable de porter leur colère et qui nécessairement prend aussi à gauche. Hein. Et si elle est créditée de 21% aujourd'hui, c'est parce qu'elle prend des électeurs à l'UMP, c'est aussi parce qu'elle prend des électeurs à l'extrême gauche, et peut-être même encore à la gauche du Parti socialiste, et c'est probablement elle qui empêche le plus Mélenchon de décoller dans les sondages, même si pour le moment les sondages sont un peu plus favorables. Je veux dire, enfin Mélenchon est plutôt autour de 8 qu'autour de 5. Et donc là, on est dans le cœur du populisme, où droite et gauche, les os se mêlent. Et c'est pour ça qu'on a des résultats importants. On verra les scores réels, mais les scores sont importants. Je rappelle quand même qu'en 2011, au cantonal en France, là où le Front National a présenté des candidats, ce qui est le seul critère de mesure, la moyenne du score, c'est 20%. 20%. Jamais le Front National n'avait fait un tel score. En 2008, au cantonal, là où le FN présente des candidats, parce que vous savez, le cantonal, c'est moitié-moitié, il fait 10%. Donc, un score multiplié par 2. Et 10%, c'était le score de Le Pen en 2007. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on soit de gauche ou de droite, il ne faut pas se rassurer à bas prix en pensant que c'est un phénomène qui touche une partie simplement de la société. Ça recompose l'ensemble de la société politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces partis-là disent généralement que les autres partis, c'est le même. C'est le pareil. UMPS, c'est du pareil au même. Hein. C'est bonnet blanc et blanc bonnet, formule qu'on utilisait à une époque pour des choses qui étaient quand même moins redoutables. Hein.